Salut les golfiteurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous fais juste une petite intro pour que vous compreniez un peu le contexte de pourquoi je poste ça. J'ai été récemment interviewé par Paul de la chaîne Tribu Golf qui fait également des podcasts sur Spotify et c'est l'un des rares créateurs français que je suis dans le monde du golf. Il fait vraiment des interviews super intéressantes avec des acteurs de l'écosystème du monde du golf, vraiment de tous les domaines. Ça peut être dans l'événementiel, chez les pros, chez les enseignants, chez les amateurs, chez des créateurs de nouvelles marques. Et c'est une personne vraiment en termes de contenu que j'adore consommer quand je vais par exemple au travail et le matin je mets très souvent ces podcasts dans ma voiture pour suivre un peu son actualité. Et je l'ai contacté récemment sur Instagram pour lui donner mon soutien en tant que follower, comme j'ai pu le faire par exemple avec les Two Brothers à l'époque. Parce que je sais à quel point, qu'en tant que créateur de contenu dans la niche du golf, c'est compliqué de se donner une bonne visibilité, surtout quand on démarre son activité comme lui. De fil en aiguille, il m'a proposé une interview pour parler de mon parcours golf, pas du tout en tant que créateur de contenu, mais vraiment moi dans mon parcours amateur, comment j'ai fait pour arriver à un chiffre en 2 ans de golf. Et c'est une interview qui, je pense, va être très intéressante pour la plupart des personnes qui suivent mon contenu parce que je vais vraiment parler de moi et de mon mental. Mais avant de lancer l'interview, j'avais vraiment envie de vous présenter Paul, qui est donc le créateur de Tribu Golf, qui est un bon joueur de golf, même je dirais très bon parce qu'il est maintenant passé en dessous de 10, ce qui fait pas, il fait donc partie des 5% meilleurs joueurs classés. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, un contenu que je suis régulièrement. Et moi, je vous invite vraiment à le suivre. Il a sur sa chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver au nom de Tribu Golf. Donc, il a moins de 1000 abonnés. Et sur Spotify également. Et à travers, du coup, cette petite intro, j'aimerais juste que vous lui apportez votre soutien en vous abonnant à Tribu Golf pour vraiment que vous découvriez son contenu. Parce que Paul est donc spécialisé dans la préparation mentale et c'est quelque chose qui est assez rare parce que la plupart des personnes qui se lancent sur YouTube golf francophone, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des vlogs et lui il a trouvé une autre porte d'entrée que j'ai trouvée très intelligente qui n'a pas encore été exploitée et c'est pour ça que je consomme son contenu parce que franchement regarder des vlogs comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps c'est pas trop mon kiff mais quand ça commence à un petit peu parler d'autres choses qui peuvent m'apporter des connaissances dans mon enseignement et dans mon parcours d'enseignant de golf, moi je prends tous les jours. Donc gros big up à Paul, apportez-lui tout votre soutien pour qu'il dépasse la barre des 1000 abonnés sur YouTube. Je sais à quel point ce palier est symbolique en tant que créateur de contenu. Quand je l'ai franchi, ça m'a fait un petit baume au cœur et je pense que ça lui ferait également super plaisir et c'est surtout qu'il le mérite. Vous pouvez également retrouver l'interview sur sa chaîne, mais vu que j'ai une chaîne qui a beaucoup plus d'abonnés, je me suis dit que ça serait bien que je poste l'interview sur ma chaîne pour vraiment donner plus de visibilité à son compte parce que je considère qu'il le mérite amplement avec tout le travail qu'il fournit. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse sur l'interview et vous allez découvrir une autre facette de moi avec un mental, je pense, qui va peut-être surprendre certaines personnes, mais vraiment, je pense que la discussion qu'on a pu avoir avec Paul, au-delà d'une interview, je considérerais ça plus comme une discussion de passionnés et je pense que vous allez pouvoir en tirer des informations qui vous aideront à comprendre comment, grâce à ma façon de penser, j'ai pu descendre aussi vite dans mon golf. Allez, je vous laisse. Bonne interview. Ah si, et dernière info, et promis, après on lance l'interview. Comme vous avez pu voir, le fond de mon décor a changé. Je suis actuellement sur mon simulateur indoor qui sera bientôt ouvert au public. Vous pourrez également profiter de ce simulateur qui est équipé de la technologie Trackman et des plaques de force à terme. Et donc, ça sera une location possible si vous voulez vous entraîner pour votre grand jeu, votre entraînement personnel, taper des balles, simuler le parcours, faire des petits jeux avec des amis ou quoi que ce soit, sachez que cette structure sera en totale libre location et vous aurez également possibilité de prendre des cours avec moi. On est situé à Igny dans le 91, à CrossFit 3.91 exactement. On est dans une salle de CrossFit, une salle de sport et il y a ce simulateur du coup qui est à l'intérieur de cette salle. Donc si vous voulez des infos
en avant-première et surtout avoir des tarifs avantageux pour les premiers inscrits, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour me laisser votre adresse mail. Et dès que la structure ouvre, je vous envoie un mail direct avec des tarifs préférentiels, vous inquiétez pas. Bon bref, ça y est, je crois qu'on peut lancer la vidéo. Je vous dis à tous très bonne interview. Bonjour merci vraiment d'avoir accepté de passer dans le podcast. Salut à toutes les personnes qui regardent ce podcast ou qui la regardent en vidéo sur YouTube. Merci de m'avoir invité, surtout à toi. Parce que moi, je suis ton travail depuis un certain temps sur... j'ai découvert ça. C'est toi qui m'as envoyé un petit message. En fait, cette interview, c'est fait parce que tu m'as envoyé un petit message en disant « Ouais, j'aime bien ce que tu fais. » Et moi, pour le coup, je te connaissais quand même un peu parce que je regardais ton contenu. Voilà, t'es quand même dans les leaders un peu sur YouTube, etc. Donc, je tombe régulièrement sur ton travail. Et quand tu m'as envoyé ton message, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis je me suis dit « Ah tiens, c'est quand même marrant qu'ils me connaissent. » Comme je te disais, j'écoute le podcast tous les matins en allant au boulot. Voilà, j'écoute des petits épisodes par-ci par-là. Et je trouve ça vachement sympa justement ce que tu fais, parce que je fais aussi des interviews sur ma chaîne et j'ai vu ça fait un petit peu écho en me disant putain, c'est quand même cool ce qu'il a fait le gars, et il a trouvé une porte d'entrée en dehors du vlog comme la plupart des gens feraient. Ouais, c'est ça. Mais même si t'en as fait quelques-uns, j'ai vu sur ta chaîne, c'est sympa ce que tu fais, donc vraiment un honneur d'être là. Bon écoute, merci, c'est gentil. Du coup, pour ceux qui à tout hasard ne te connaîtraient vraiment pas, je vais commencer par le commencement. Ouais. À quel moment le golf est entré dans ta vie? Moi j'ai commencé le golf en 2014. Ok, donc ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait c'est ma 9e année de golf, je crois bien. Donc 2014, j'ai commencé septembre 2014 quoi. En fait, j'étais allé au golf au début dans le 78 et par hasard mon meilleur pote à l'époque me disait viens, on va essayer un nouveau. Lui il était un petit peu dans le mode casino, équitation, etc. D'accord, dans ok. les trucs un peu richoux, on va dire. Et il m'a dit viens, on va essayer du golf, et je me suis foutu de sa gueule. Je suis sorti de la salle, je faisais un peu de muscu à l'époque, et on allait taper nos premières balles en plein mois d'août. Il y avait personne. Et voilà, j'ai commencé vraiment comme ça au pur hasard, quoi. Ok. Et du coup, toi, si je dis pas de bêtises, t'as commencé comme ça au hasard, mais par contre, c'est assez rapidement devenu une grosse passion. Alors rapidement, je sais pas, mais en tout cas, Ouais. après, ça l'est devenu. Le premier jour, ouais. Ah, En carrément. fait, c'est même pas c'est même pas rapidement, ça a été un coup de cœur dès les premières balles. J'ai eu cet effet qu'on appelle l'effet wow dans le golf, quoi. C'est vraiment on tape et il y a un truc qui se passe qui est inexplicable, mais tu sais que c'est fait pour toi. Et c'est la première fois que ça m'arrivait dans une discipline de tomber aussi accro rapidement. Et après, ouais, 3-4 sauts, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire, quoi. Donc le lendemain, j'ai acheté la série, j'ai acheté les chaussures et puis carte verte chez YouGolf, et c'était parti. Ah ouais, pas chômé. J'ai pas chômé, ouais, Déjà 3-4 sauts le premier jour, faut être motivé, parce que j'ai essayé de mettre des gens au golf. En général, au bout d'un saut. C'est ça, mais enfin, on savait pas trop en fait. On nous a filé un fer 7 et un fer 9 à l'époque. On a dit prenez une carte de 10. On a pris une carte de 10 et puis on sait pas, on a pris, et puis comme des gueudins au début, on tape, et puis on rebatch parce qu'il y a plus de balles, et voilà, quand tu fais 5-6 sauts dans la journée, t'as plus de mains, ça les c'est mains vraiment ensemble. les débuts de fou, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment marrant. Et du coup, t'es passé de complètement débutant au golf à pro assez rapidement, quand même, si je dis pas de bêtises. Enfin, je te laisse un peu nous faire ce parcours-là, parce que je pense que c'est le rêve, entre guillemets, de pas mal de gens, ou ça a pu être le rêve à une certaine époque de pas mal de gens, de se dire ouais, enfin, je me déterre à jouer au golf, je joue beaucoup, je vais avoir le niveau, et même sans parler de devenir enseignant ou quoi, d'atteindre un niveau, un index suffisant pour pouvoir ne serait-ce que prétendre au statut de professionnel enseignant. Je te laisse nous le faire rapidement, le parcours de vraiment ton premier saut à t'as le niveau pour devenir enseignant. T'as l'impression que ça s'est fait tout seul, ça a été un entraînement de fou. Il y a eu un moment, au début c'était facile, enfin je sais pas comment dire, enfin j'ai eu une progression plus rapide que la moyenne, c'est sûr. C'est-à-dire que moi en fait j'ai commencé en 2014, du coup septembre 2014, je passe ma carte verte, voilà, chez YouGolf. Leur formule à l'époque ça s'appelait tee d'or, tee de bronze, tee d'argent, et on avait la carte verte. Après un an on avait des cours collectifs en illimité, je m'en rappelle.
Et ils m'ont filé la carte verte en 2 mois, quoi. Enfin, une carte verte, ça peut se faire assez rapidement. Ouais, quand tu joues un peu, ouais. Ouais, c'est ça. En termes de quantité, je veux dire. Ouais, et puis après, ce qui s'est passé, c'est que première année, je crois que je suis descendu 24. Après, 2 ans après, j'étais 9. Euh, voilà, quoi. En fait, c'est allé assez rapidement. Ouais, 2 ans. Au bout de ma deuxième année, j'étais 9. Et après, là, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être s'entraîner un petit peu plus pour avoir la barre des 7 pour être enseignant. Et puis en fait, ça s'est fait aussi super rapidement. Au final, je me suis juste mis en taquet pendant 1 an et j'ai eu les cartes très rapidement. En fait, ça s'est fait. J'avoue que ça s'est fait vachement rapidement. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Et moi, du coup, allez, je vais rentrer dans ta tête un peu comme ça. On va essayer de voir. Vas-y. Déjà, ta première phase de progression, quand t'es passé de 54 à 9, est-ce que Ouais. tu te fixais des objectifs ou pas? Ou est-ce que c'était vraiment juste tu jouais pour le délire et en fait, il se trouvait que t'as fini par avoir un niveau à force Alors, de jouer? je me fixais un objectif de niveau. Ce que je voulais, c'était atteindre quand même. Je voulais être en dessous de 10, quoi, le plus rapidement possible. Après, oui, je me fixais des objectifs d'entraînement, bien entendu. Dire que j'ai fait ça à l'arrache, ça serait de mentir, en fait, à la plupart des gens, de se dire qu'on peut arriver comme ça, 10. Non, c'est à l'époque, je travaillais encore. Donc, j'étais serveur dans une brasserie. J'étais associé avec mes parents dans le 16e arrondissement. Et du coup, je golfais 1 fois et demie par semaine. C'est-à-dire que j'y allais le dimanche matin, euh, lever du soleil jusqu'à midi, parce qu'après j'étais avec ma copine l'après-midi, et le lundi c'était mon jour de repos dédié au golf, et donc j'y allais lever du soleil, coucher du soleil. Donc je sais que j'avais pas beaucoup de temps en fait pour m'entraîner, donc il fallait que je prenne ce condensé de temps et que je fasse quelque chose de vraiment sérieux à côté. Donc non, j'ai Ouais, vraiment je me suis concocté un programme personnel pour ok. atteindre l'objectif. On va revenir là-dessus tout de suite sur l'histoire du programme personnel, mais tu vois, Ouais, en fait, les rares personnes que j'ai entendues dans le podcast qui m'ont dit que ça leur arrivait à une période de leur vie, du moins, de jouer au golf du matin au soir, ouais, c'est que des pros. En fait, ça me fait penser à Clément Heurtin. Alors, j'ai plus le numéro de l'épisode en tête, vous taperez si vous voulez dans la ouais, liste. Et qui m'a dit, ouais, en fait, lui, c'est pareil, il a découvert au collège en option. Tu vois, lui, c'était un truc ouais. complètement improbable, ça le faisait chier de faire gym, il a pris golf, tu vois. Vraiment, ça s'est fait comme ça. Et en fait, il s'est retrouvé le week-end à jouer ses parents le droppaient le samedi matin à 8h, il le récupérait le samedi soir à 18h, et voilà, ça se faisait comme ça. Bah Et ouais. ce qui est marrant, c'est que c'est souvent cette histoire-là, enfin, c'est souvent. Du coup, il y a un pattern qui commence à se créer, de dire qu'à un moment donné, en fait, quand tu veux descendre très vite, faut quand même jouer beaucoup. Et si t'as pas la possibilité de jouer tous les jours parce que bah tu travailles, comme c'était ton cas, en fait, faut être super intense sur une journée ou comme tu dis une journée et demie. Et en plus Exactement. d'être super intense, c'est pas faire n'importe quoi. En fait, c'est pas juste faire 18 trous par semaine et puis basta. En fait, Non, non, absolument ouais, pas. ok, C'était vraiment programmé, c'est-à-dire que moi le dimanche matin, je venais, je m'entraînais, c'était réparti sur du petit jeu et du putting tout le dimanche matin. Donc je faisais que ça. Après, le lundi, dans mes souvenirs, ce que je faisais, c'est que tous les matins j'allais sur le parcours, et l'après-midi, après 18 trous ou après 9 trous, ça dépendait des périodes et des saisons. L'après-midi, c'était reprise des stats de ce qui s'est passé le matin, et débrief, ok, qu'est-ce qui s'est passé en green régulation, combien j'ai fait d'approche putt, combien je raté de putt, combien je touchais de fairway. Ok, on taffe en rapport avec les défauts que j'ai pu observer le matin. Et on recommençait le processus en fait toutes les semaines, quoi. Est-ce que ça s'est amélioré la semaine d'après? Est-ce que quand mon petit jeu était devenu un point faible, est-ce que après 3 ou 4 semaines où j'ai taffé mon petit jeu, ça s'est amélioré? Si oui, bon on passe au ouais, point faible on suivant. change de secteur et on attaque autre chose. Ok. Ouais, Ouais, donc c'est du travail ciblé et en plus ciblé statistiquement, quoi. C'est pas ouais, petit bonheur à la chance, ni même au ressenti en fait, parce que parfois on peut avoir l'impression qu'on a un secteur qui est faible, mais en réalité statistiquement c'est pas forcément le cas. non, Et non, ouais, et donc en fait t'avais vraiment une vraie méthode. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve. Ah voilà l'idée, bon, je pense pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est de progresser quoi. Et comment on ouais, fait ça? En fait c'est quelque chose que vous retrouvez chez absolument tous les gens. Déjà qui jouent très bien en général et surtout qui ont réussi à progresser, c'est qu'à un moment donné, non seulement faut bosser et pas que sur le parcours, faut ouais. bosser à côté des trucs précis et pas n'importe quoi, enfin surtout pas n'importe comment, mais pas n'importe quoi non Ouais, plus c'est en fait. ça. Je me rends de plus en plus compte dans mon métier que les personnes en fait qui ont un objectif ne mettent pas forcément les moyens en rapport avec l'objectif. Et c'est surtout en fait qu'ils sont pas objectifs. C'est-à-dire que les personnes ne posent pas des stats, ne regardent pas vraiment objectivement ce qui se passe. Moi, je dis souvent aux élèves qu'il faut
si vous voulez progresser, il faut déjà définir objectivement sur le papier où est le problème. Où est le problème. Si on peut pas le définir et qu'on fait un peu de ci et de ça, bon, il se passera un peu de ci et de ça. Mais tant qu'on n'a pas posé objectivement les bases d'un entraînement, bah, on peut pas savoir où on va en fait. Donc pour moi, ça me paraît complètement logique comme approche d'objectiver d'abord les choses et ensuite s'entraîner en rapport avec ce qu'on fait, quoi. Ouais, carrément. Et ça, du coup, c'est quelque chose, s'il y a quelques années, c'était un peu fastidieux parce qu'il fallait avoir les carnets, il fallait avoir les trucs. Aujourd'hui, il y a plein d'applis qui font ça. On a eu Spider dans le podcast il y a 2 semaines, il y a 2 épisodes, si je dis pas de bêtises, mais qui, fait ça, et fait ça très très bien. C'est même un outil qui a été créé par un enseignant pour faire exactement ce que tu viens de dire. Ouais, Cédric, et puis les stats sont extraordinaires sur Spider Golf. Vraiment, c'est l'application qui est utilisée par la plupart des pros. Il n'y a pas mieux sur le marché actuellement, je trouve, et ouais, ce genre d'application, bien sûr que ça aide la vie. Hein. Carrément. Et voilà, en plus, avec la possibilité de connecter au coach, etc. Donc aujourd'hui, techniquement parlant, on fait des trucs de fou, mais dans la logique, dans le fond, ça reste ce grand principe de dire si vous voulez progresser, déjà fixez-vous un objectif parce que sinon vous savez pas où vous allez. Et ensuite, par rapport à cet objectif, définissez, et c'est ça qui est pas mal. J'en reviens à Spider, mais ça donne ce qu'il appelle des benchmarks, c'est-à-dire que ça dit les gens qui sont 9 d'index, si tu fais la petite molette et tu descends à 9 d'index, les gens qui sont 9 d'index, ils touchent tant de green en régule sur ton parcours, tant de drive sur le fairway, etc. Et ça te dit, en fait, si t'es en dessous, tu sais ce que t'as à bosser, quoi. Tu le sais tout de suite. Moi, je regarde mes stats, je vois très bien que je putte mieux que tous les mecs qui sont classés 4 ou 5. Par contre, quand on regarde les stats de green en régulation, donc c'est-à-dire les attaques de green, là, bizarrement, d'un coup, il y a un truc qui se passe pas bien, quoi. Exactement. Et j'ai envie d'insister sur un point d'ailleurs, en disant ça, je disais que j'ai entraîné mes points faibles, mais je me rends compte aussi, surtout qu'à l'époque, j'entraînais énormément mes points forts. C'est-à-dire que ce qui était le point fort, je le gardais et je le conservais et je m'entraînais pour être encore plus fort dessus. Par exemple, j'étais un piètre joueur de fer à l'époque, et je le suis encore, je touche très peu de green en régulation. Mais je sais que j'avais une très grosse force sur le driving parce que j'ai la chance de frapper assez fort et sur des approches putts parce que j'adorais faire ça. En fait, le petit jeu, ça a été le secteur vraiment coup de cœur. Je pouvais passer ma journée autour d'un putting green du matin au soir à chipper, à faire des putts. Et ça, je sais que c'était le point fort et je me suis dit, quitte à bosser quelque chose encore plus en profondeur, renforce tes points forts. Comme les tennisman, je me rappelle plus d'une histoire, mais c'était Jean-Philippe Vaillant qui avait raconté ça dans le podcast, du tennisman qui était à peu près top 20 mondial et il voulait passer top 10 et du coup il avait un mauvais revers, il a passé tout l'été à bosser sur revers, résultat son coup droit était moins bon qu'avant et au final au lieu de passer top 10 il est retombé top 50 quoi. Ça peut s'alider, c'est pas les chiffres mais ça peut s'alider. C'est ça, c'est exactement ça. Et pareil, à l'époque, ce que je savais faire, c'était en trajectoire, je savais faire qu'une seule trajectoire parce qu'après les cours collectifs, j'ai pas pu continuer sur les cours particuliers, etc., avoir un coach personnel parce que c'était trop compliqué, donc j'étais autodidacte. Et au lieu de me dire, essayer de faire un swing parfait, j'ai travaillé en direction d'une trajectoire que je savais réaliser et je ne m'appuyais que sur cette trajectoire. Donc je faisais des pull slice, donc des trajectoires à la booba comme vous pouvez voir à la télé. Et en fait, je ne savais faire que ça. Et je me suis dit, quitte à savoir ne faire que ça, fais-le très très bien. Ouais, autant le faire bien, quoi. Ouais, exactement. Et ça, je remarque aussi chez les personnes, parce que je pense qu'on est là pour que les joueurs progressent aussi d'un côté, c'est que les personnes s'obstinent à essayer d'éliminer une trajectoire ou quelque chose. Mais je dis souvent, en fait, une trajectoire n'est pas un défaut. C'est qu'une trajectoire, c'est quelque chose qui est neutre. Il n'a pas de sentiment. Le slice n'a pas d'émotion. Donc à partir du moment, apprenez à jouer avec aussi, ça peut être un point fort. Et pour leur démontrer, c'est que je leur dis souvent, les gars, moi je suis descendu 6 en faisant des pull slice pendant. Et les mecs qui devaient te regarder à l'époque, ils devaient dire mais comment tu fais pour jouer avec ce truc, non, mais j'étais aligné 30-40 mètres à gauche, face fermée à gauche, dans la forêt, et les gens ils me disaient mais tu as la peine dans la forêt. Je fais ne vous inquiétez pas, ça va se passer. Ça va bien se passer, je l'ai tellement fait que je sais comment le faire. Donc ça, je trouve que c'est important aussi de se baser sur une trajectoire si on veut progresser. Ouais, sur un truc qui marche pour toi en fait. Ouais, qui marche pour toi. Et tu vois, moi j'ai un peu ce regret, je suis tombé à une époque en école de golf où à 12, 13, 14 ans, voilà, où moi j'étais un joueur de slice carrément, enfin tu vois, de fade, je jouais tous mes clubs en fade et au drive c'était genre vraiment un peu pull slice aussi quoi.
Et tout le monde me disait, il faut absolument que tu arrêtes de faire ça parce que tu perds trop de mètres. Ouais. Bon, enfin déjà, sachant qu'à cet âge-là, tu pars des départs avancés, c'était pas forcément un problème en termes de distance. J'étais pas petit ni grand, donc je tapais une distance correcte. Mais tout le monde voulait absolument que j'arrête de jouer en slice. Alors du coup, j'ai tout fait pour corriger. Aujourd'hui, je ne joue qu'en draw. J'ai beaucoup de mal à faire du fade d'ailleurs. Parce Pareil. que j'ai eu ce quasi-traumatisme d'arrêter de faire du fade, d'arrêter de faire du slice. Exactement. Mais en fait, je suis convaincu qu'avec le recul, en plus mes fades offerts, ils étaient beaux. J'aimais bien ma trajectoire de fade offert, Ouais, ça marchait bien bien. sûr. Et la plupart des joueurs pro d'ailleurs utilisent des fades souvent ou des cuts Bien sûr. pour arrêter les balles donc sur les attaques de green et sur les fers, c'est même plutôt un point fort d'avoir ça comme trajectoire naturelle. Ouais, bien sûr. Et j'ai travaillé à éliminer ce truc. Pendant ce temps-là, je travaillais pas autre chose. Et je me suis pris la tête forcément bon, un certain nombre de fois parce que quand tu essaies de faire du draw mais que tu fais encore quelques slices, là du coup c'est la catastrophe assurée parce que bah, forcément ta balle elle sort du mauvais côté. Et ouais, du coup c'est vrai qu'il y a ce côté-là de dire arrêtez de vouloir tout éliminer. J'ai eu un joueur en coaching mental pareil qui voulait absolument arrêter de jouer en fade. Ses drivers et qui voulait absolument faire du draw. Et du coup, je lui ai dit, mais par rapport à ton objectif de la saison, là, t'as que 4 mois devant toi pour avoir ton index. Est-ce qu'en 4 mois, t'as le temps d'apprendre à driver en draw suffisamment régulièrement pour mieux driver en draw que tu drives en fade actuellement? Et il m'a regardé, genre pendant 20 secondes, et il m'a dit, ouais, en fait, non. Mais c'est une très bonne remarque. Et Hein, il que tu drive dis là. encore en fade. Mais oui, mais c'est une très bonne remarque. Et puis il y a la fameuse histoire de Martin Keimer, numéro 1 mondial, qui a décidé de passer en draw pour gagner Augusta et qui a disparu pendant 10 ans. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a voulu changer de trajectoire. Mais moi, je pense que, enfin, à ce niveau-là, je peux comprendre qu'on à veut ce gagner niveau-là, Augusta. c'est difficile, effectivement. Ouais, et puis je puisse comprendre que voilà, t'es numéro 1 mondial, tu veux gagner Augusta. Mais nous, on est golfeurs amateurs. C'est ça. À partir d'un moment, t'as envie de prendre plaisir. Accepte ton fade, accepte ton slice, apprends à le maîtriser, mais passe pas sur une chose qui n'est pas une tendance naturelle pour toi. Enfin, moi, je dis souvent aux personnes, le slice, c'est juste un fade non maîtrisé. On va apprendre à le maîtriser et puis on va mettre ça sur la piste, mais on va pas changer pour faire un draw. En fait, je dis souvent aux élèves que c'est des choix pédagogiques et des choix personnels, quoi. Bien sûr que je peux faire passer d'un slicer en draw, mais c'est Moi, pas... j'ai un exercice qui me revient à l'esprit qu'on m'a fait faire et que j'ai fait. Aujourd'hui, j'arrive à faire du draw juste avec un exo tout con. Mais la réalité, c'est que c'était pas nécessaire de le faire à la base. Exactement. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la charge de travail, en fait, que tu vas t'imposer va te permettre de mieux jouer sur le parcours? Non, ça, je suis pas persuadé, par contre. Ça dépend du niveau, ça dépend de la catastrophe, ça dépend de... Voilà. Et puis parfois aussi, c'est des questions de morphologie, c'est-à-dire que mon swing entre jouer tout le temps en fade et jouer tout le temps en draw, bah, t'es obligé de faire des changements fondamentaux dans ton geste pour réussir à faire ça. Même physique, à l'adresse, tu te mets pas tout à fait pareil à l'adresse, tu démarres pas ton geste pareil, tu finis pas pareil. Et au final, bah, tu te retrouves avec un truc bancal pendant un certain temps à faire ce genre de travaux de fond. Je suis d'accord. Difficile. Alors qu'il vaut mieux rester sur ce qu'on sait faire. Il vaut mieux, ouais. Et ben, du coup, je voulais revenir un peu dans cette veine-là sur une vidéo que tu avais fait, que j'avais commenté, je me souviens à l'époque, parce que c'était une des rares vidéos qui m'avait parlé, où tu revenais sur ton évolution, cette fois en tant qu'enseignant, et dire il y a des trucs que je changeais quand j'ai débuté, quand je sortais d'école, qu'aujourd'hui je change plus, et j'ai arrêté. Et c'est quoi ton petit top justement de ces trucs-là où sur le papier, sur le manuel, tu vois, tu devrais le changer à chaque fois, mais t'en es arrivé au point où tu te dis en fait pas forcément quoi. Bah je donne très souvent l'exemple du grip. Enfin le grip, pour moi à la base le grip c'est grip tiger quoi, le grip parfait le plus neutre possible pour pouvoir réaliser. Moi je joue comme ça avec l'intercroisement des en interlock, mais après pour tout ce qui est grip faible, grip fort, les mains droites, position main droite, main gauche. À l'époque, j'étais très rigoureux là-dessus, donc il me fallait des grips parfaits. Et je me rappelle, c'est Thomas Vénère qui était mon tuteur au golf de Saint-Aubin parce que j'ai fait mon monitorat là-bas. Il me disait, la première journée, il m'a dit le grip, on s'en fout quoi. Je dis de quoi? Mais t'es malade ou quoi? C'est les bases du golf. Il me fait le grip, on s'en fout, l'alignement, on s'en fout. Il fait la posture, on s'en fout aussi un petit peu, un peu moins, mais on s'en fout quand même. Je lui fais donc en fait, t'es en train de me dire que les bases qu'on apprend, on va dire, dans les bouquins, dans tout ce qu'on peut lire, dans tout ce qu'on peut voir, on s'en fout. Il fait, ouais, mais tu es encore trop jeune pour comprendre. C'est excellent. Et moi, j'étais en confrontation perpétuelle avec Thomas, je me rappelle très bien, je lui disais, mais mec, comment tu peux t'en foutre du grip? Comment tu peux t'en foutre de l'alignement? Il fait, t'es encore trop jeune, il faut que tu laisses le temps de l'apprentissage, de l'enseignement. Je sais, j'étais comme toi à l'époque et je comprenais pas son discours.
Et je le comprends et je l'ai compris après quelques années, quoi. Non, mais je suis sûr que c'est ça vraiment de Les... l'expérience qui te fait Ouais, finalement c'est dire. l'expérience qui te fait faire retour en arrière et tu te dis putain, mais en fait, le con, il avait raison depuis le début. Mais par exemple, le grip, effectivement, maintenant, j'y attache tellement beaucoup moins d'importance. À l'époque, en fait, j'y attaché de l'importance parce que c'était important d'avoir un bon grip. Mais important pourquoi? Pour les yeux, pour l'esthétique, alors que le mec est pas capable de taper une balle parfaite avec un grip neutre. Parfois, je pense qu'il faut mieux laisser le corps s'adapter en fait au changement et que la personne accepte l'évolution naturelle avec des grips qui peuvent être très fantaisistes. Mais si il est capable de produire la trajectoire en rapport avec avec comment il tient son club, bah je m'en fous en fait, je me rends compte. Il peut être aligné 30 mètres à droite avec un grip très fort main droite, grip très faible main gauche. Ouais, au final, S'il s'il fait te ce sort qu'il tout en veut, poule super droit, bah, il est où le problème qu'il soit aligné s'il 30 fait mètres à ce droite? qu'il veut en fait Ouais, avec la balle, à partir de là, carrément. finalement, je m'en fous. Et c'est ça en fait que j'avais du mal à comprendre à l'époque, c'est que la seule vérité, c'est ce que je dis souvent aussi à mes élèves, c'est que la seule vérité, c'est la balle. Ouais. C'est la seule vérité. Mm. Je dis souvent aux gens que moi, je peux raconter des conneries, le pro d'à côté, il peut raconter des conneries, vos potes, ils peuvent raconter des conneries, mais la seule personne qui dit la vérité, c'est le vol de la balle. Mm. Il n'y a que la balle qui dit la vérité au golf. Elle ment pas, hein. Elle ment pas. Tu peux dire que t'es arrivé avec 0 degré d'angle et qu'elle est repartie avec 0 degré d'angle. Si ta balle elle part à gauche, c'est que t'es pas arrivé à 0 C'est degré, ça. c'est la vérité. Il faut juste se fier à la balistique et à partir de là, Bien pour sûr. moi, faire quelque chose en rapport avec la bioméca de la personne. Mm. Mais c'est pour ça que maintenant, bah, par exemple, tu me disais le top truc, bah, le grip, j'en ai plus. Enfin, le grip, je donne en fait aux débutants un grip de Oui, base. ceux qui ont besoin, qui savent pas, ils peuvent pas Ouais, l'inventer en fait, quelque je leur part. mets juste un grip de base et après, je sais qu'il va évoluer parce qu'un grip neutre Ouais, tenu par un débutant, ça tient jamais. Il va faire n'importe quoi. c'est clair. Mais je lui montre juste les bases et après, l'alignement, je lui montre juste les bases et après, je sais que son corps va Ouais, un répondre petit peu se fermer, un différemment. petit peu s'ouvrir, Ouais, un il va petit mettre des compensations en place en rapport avec ce qu'il fait biomécaniquement, et puis après, ça va le faire. Et Ouais, on va pouvoir toucher à ces éléments beaucoup plus ouais. tard, en rapport avec quand il aura le contact. Parce Ouais, que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai l'impression d'en être rendu à ce phase-là un peu de ma progression où j'avais beaucoup, là, justement ce que j'expliquais pour ma saison là où je voulais passer un chiffre. Ouais, En gros, j'étais persuadé d'avoir le niveau avant de le faire. C'était juste qu'il fait que je joue au golf et ouais, que je me focus un peu mentalement, quoi. Mais là, du coup, cette année où mon but c'est vraiment de passer beaucoup plus bas, idéalement 4, c'est mon objectif ouais, ultime. Là, du coup, je suis obligé de travailler sur des trucs, voilà, où avant ça passait, maintenant ça passe plus. En fait, peut-être que ça pourrait passer, mais maintenant que j'ai su jouer un peu fermé, que j'arrivais à faire mon draw parce que j'avais une position qui était comme ça, mais en fait, maintenant, je comprends beaucoup mieux ce que c'est que d'être neutre. Parce que quand t'as pas une position qui est arrêtée, quand ouais, tu joues pas fermé ou ouvert, que un coup t'es ci, un coup t'es ça, que c'est pas stabilisé, tu peux pas être neutre parce qu'en fait, tu sais même pas ce que c'est. ouais, Donc moi, maintenant, je sais ce que c'est que d'être un petit peu ouvert, un petit peu fermé parce que j'ai ma position par défaut qui était comme ça. ouais. Et tu peux travailler sur ces trucs-là, mais que quand tu as acquis suffisamment de régularité et suffisamment de connaissance de toi-même et de ton corps pour en Mm. arriver là. Je sais pas si c'est quelque chose Si, parce qui te qu'en fait, parle. là, tu es en train de me parler un petit peu, finalement, tu as exagéré certains traits pour arriver à être neutre. Et ça, pour moi, ça fait partie vraiment de l'expérience. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que je suis pas passé à ce niveau-là parce que j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, parce qu'en fait, il y avait personne qui me disait quoi faire. Donc à partir de là, moi, ce que je veux que les gens ils comprennent, en fait, c'est que la progression, elle passe par ce que tu as fait, c'est de l'expérimentation et de l'exagération sur des choses que ton corps, t'es sorti en fait de ta zone de confort et t'as exploré des En choses fait, j'ai où même pas fait exprès. t'as C'est même que pas mon fait corps exprès, l'a bien fait tout sûr. seul. C'est qu'à un Exactement. moment donné, je mettais tout en slice. J'ai dit, bon, pour passer, faut juste que j'arrive à pas faire de gros slices pour que ma balle arrive là. Donc, Ouais, ce que tu fais, c'est que t'élimines un côté, tu fais que du draw. C'est ta dominante, mais quitte à faire du draw, fais du gros draw ouais, dégueulasse. C'est pas bien grave. sûr. Et du Ouais, coup, je me suis fermé. Mais alors, fermé de chez fermé, j'étais ouais, aligné 25 mètres à bien droite, sûr. face de club fermé. Vlam! Mais au moins, ma balle, elle sortait plus à droite. Ouais, mais bien sûr. Mais t'es parti sur une exagération, en fait, à 100% pour pouvoir produire la chose inverse que tu voulais. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, en fait, d'exagérer. On voit souvent des vidéos d'Alex Noren ou de Tiger qui exagèrent des drills pour ressentir quelque chose. Et ça, je veux vraiment que les gens le comprennent, c'est que on ne peut pas progresser si on ne sort pas de sa zone de confort technique. Ce n'est pas possible. On est obligé de faire des choses, en fait, que le corps, il trouve horrible en termes de Ouais, sur le sensation. moment, tu te dis, mais Sur ah! le moment, tu dis que c'est pas possible, mais en fait, quand tu filmes, tu te dis en fait c'est pas si dégueu quoi. Ouais, Et ça, les gens ouais, ils arrivent pas vraiment à le comprendre. Moi, quand je m'entraînais, par exemple, quand justement je m'entraînais pour mes cartes, vu que j'avais personne en fait pour me dire quoi faire, moi je faisais beaucoup d'expérimentation.
sur la trajectoire, sur la position de la balle, sur la position du club, sur comment se positionner différemment, mais sortir vraiment de ma zone de confort. Parce que pour moi, le golf, ça reste un sport d'adaptation. Un sport d'adaptation et un sport d'habileté motrice. Donc à partir du moment où tu es habile avec ton club et que tu sais quoi faire avec ton club dans n'importe quelle situation, pour moi, tu deviens un bon golfeur à ce moment-là. Je dis souvent en cours que j'adore cette citation. Pour moi, c'est la meilleure citation qui représente le golfeur. C'est la citation d'Albert Einstein qui dit que la folie, c'est répéter inlassablement les mêmes choses en espérant des résultats différents. Et ça, c'est le golfeur typique qui est au practice, qui tape 70 fois son fer 7 de suite en espérant une balle droite, et qui fait tout le temps la même bêtise, et qui change pas. Et qui cherche pas à essayer de faire autre chose, quoi. C'est plus ça, moi, qui me rend fou, c'est que j'en vois arriver des fois avec 2 sauts de double practice et tout, donc 4 sauts de balle et tout, ils arrivent, et tu les vois taper, tu te demandes ce qu'ils travaillent. Exactement. Et s'il y a quelqu'un qui arrive, je pense que c'est un bon indice, s'il y a quelqu'un qui arrive sur le driving range, qui vous regarde travailler et qui a aucune fichue idée de ce que vous essayez de faire, c'est a priori que vous bossez pas de la bonne manière. Exactement. Parce que si vous voulez faire du draw, à un moment donné, faut mettre des cerceaux. Si tu sais pas faire un cerceau, tu sais pas faire un draw, c'est impossible. Donc, faut faire des énormes cerceaux, apprendre à le faire et après réduire au fur et à mesure la dispersion. Une fois que tu sais faire ça, tu peux tester. Et du coup, en plus, tu vas apprendre 2 choses en même temps, parce que tu vas apprendre 1, comment on fait tourner une balle à gauche, et 2, comment on limite le fait de faire tourner une balle à gauche. Donc tu auras appris 2 trucs. Alors que si t'es là en train d'essayer de faire presque ce que tu fais d'habitude, mais avec un petit truc qui change à peine. Petit ajustement, ça marche pas. Alors, en fait, tu sauras pas la différence, c'est trop fort pour ton corps. Non, c'est beaucoup trop difficile. T'as besoin d'exagérer et faire plein de choses différentes avec le temps. Pour moi, moi en tout cas, je pense que on doit reprendre un peu ce qu'on faisait quand on était gamin. Par exemple, à l'école de golf, je donne souvent des cours toutes les semaines aux enfants de l'école de golf. Et ben typiquement, tu vois, l'école de golf, je trouve que c'est typiquement ce qu'on devrait faire aux adultes. Je sais pas pourquoi je donne pas des cours aux adultes comme ça, je devrais le faire, mais je pars que sur de l'expérimentation pure. Parce que je dis souvent, le gamin, en fait, il est pas câblé pour comprendre techniquement ce qui se passe. Lui, il s'en fout de toute manière. Déjà, il s'en fiche, et en plus, il comprendra pas. Et en fait, il comprendra pas. Donc, à partir de là, c'est des mises en situation qui leur permettent de produire certains shots, mais qui comprennent qu'ils le fassent ou comment ils font, j'en ai rien à faire, en fait. Ils sont capables de le faire parce que je les mets dans une situation. Et je me rends compte que oui, je le fais pas avec les adultes parce que, je sais pas, peut-être parce que je suis encore bloqué et j'ai besoin d'évoluer dans mon enseignement envers les adultes aussi, ou peut-être que j'ai peur, en fait, du regard de leur réaction, de leur dire putain mais le pro est complètement perché et il nous explique rien. Mais moi en fait je l'ai fait comme ça, mais j'arrive pas à encore passer le cap, tu vois, de le faire aux adultes, de l'expérimentation pure, à essayer de vraiment travailler la trajectoire en rapport avec des sensations complètement à l'opposé de ce qu'ils pourraient faire. J'y arrive, j'amène ça de plus en plus dans mes cours, mais c'est vrai que moi j'ai bossé que par de l'expérimentation parce que j'avais pas le choix en fait. Et ça je me rends compte, c'est que c'est grâce à ça, je pense que je suis même pas sûr que j'aurais progressé plus vite avec un pro, tu vois. Ouais. Je suis pas persuadé. C'est pas sûr. En fait, ça dépend. Des fois, tu tombes sur la bonne personne, qui a la bonne vision, qui fonctionne comme toi, ou qui a suffisamment d'expérience et qui arrive à te faire le truc. Encore que, et très souvent, mais comme dans tous les enseignements, c'est pas vrai qu'au golf, quand on regarde 30 ans en arrière et qu'on se dit comment on enseignait il y a 30 ans, dans toutes les disciplines, on se dit mais bordel, mais c'est pas vrai qu'on faisait ça à l'époque. C'est probablement vrai quand on regarde aujourd'hui ce qu'on fait, dans 30 ans, ils se diront la même chose. Peut-être même pas dans 30 ans d'ailleurs. Mais ils avaient déjà tout compris à l'époque. C'était Gary Player qui avait dit à Fitzpatrick à la sortie d'un tournoi, ne te fais pas empoisonner par le poison de la technique. Le poison de la technique moderne. Ouais, c'est ça. Et je me rends compte de plus en plus. Moi, j'étais ultra ultra technique en fait à la base, mais ça n'a porté absolument que dalle, quoi. Enfin, je me rends compte de plus en plus. En fait, ça peut t'aider toi de la comprendre parce que du coup, ça peut guider, mais c'est pas forcément de le donner à la personne noir sur blanc. Tiens, j'ai bien ressorti ma copie qui fait que ça va l'aider, quoi. Exactement. Et ça me fait penser, c'est Hervé Penny qui a un exercice comme ça où il a 2 gamins qui s'entraînent à faire des sorties de bac, puis il leur plante un bâton juste devant et dit bon bah tu passes au-dessus du bâton. Puis il repasse 1 heure après, le gamin lui dit c'est comme ça qu'il faut faire, et il lui dit oui c'est comme ça, allez continue, passe un peu plus haut au-dessus du bâton. Puis à la fin de la journée, les gamins ils te faisaient des lob shots en sortie de bac parfait. Bah ouais. Et il lui dit bah comment t'as fait? Bah je sais pas, bah tu continues à faire comme ça, c'est très bien. Bah ouais, mais je suis de plus en plus persuadé qu'on doit apprendre le golf comme ça en fait. Ouais. Que l'enseignement du golf doit passer par ça. Ouais. Par s'amuser, mise en situation, essayer de faire des choses, pas donner les solutions directement, laisser la personne chercher, exagérer, juste le guider en fait, le mettre dans les rails de l'expérimentation, lui expliquer un peu le principe. Mais pour moi, de plus en plus personnellement, je me détache de la technique et je me mets au service de la personne juste en termes de ressources pour qu'elle essaye de faire quelque chose avec son club. Okay.
de plus en plus comme ça, quoi. Ok, super. Et un truc que tu as dit tout à l'heure aussi, qui était intéressant, sur lequel je voudrais rebondir, le bon golfeur, c'est deux choses, c'est à la fois d'être capable de, voilà, de produire des choses avec son club, et aussi certaines habiletés physiques. Alors, je sais que c'est quelque chose qui te tient aussi à cœur, parce que ne serait-ce que le nom de ta chaîne, si je dis pas de bêtises, est lié à une pratique sportive physique. Ouais. Donc les golf fitters, donc le fit, c'est CrossFit, c'est ça? Ouais, c'est parce que je faisais beaucoup de CrossFit à l'époque, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai mixé, en fait, les personnes qui pratiquent du CrossFit s'appellent les CrossFitters. Ouais. Et donc, je faisais du golf, je me suis dit, golf fitter. Allez hop, enfin, c'est bon, même ma femme qui m'a donné l'idée. Qui a trouvé l'idée. Exactement. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose... Parce que ça aussi, c'est quand même un trait qui revient régulièrement dans ceux qui se mettent au golf et qui ont un bon niveau. C'est soit souvent qu'ils ont un bon niveau dans un sport qui est assez proche, comme par exemple le tennis, soit un bon niveau physique tout court, en fait. Parce que quand tu vois des hockeyeurs débarquer, pareil, le hockey, c'est un peu cette même logique, mais des gens qui ont vraiment un bon physique bâti aussi en lien avec le sport, t'as quand même une certaine facilité à apprendre le geste quand t'es derrière physiquement, c'est bon. C'est une certitude. C'est juste pour moi, en fait, une certitude. Je le vois de plus en plus dans mes cours et je le vois au quotidien. En quelques swings, on peut juste savoir si la personne a déjà fait du sport dans sa vie ou pas. En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point... Enfin, pour moi, le golf, ça reste... c'est la quintessence de la coordination motrice d'une personne, en fait. Le golf, tu fais tout bouger en même temps. Tu fais absolument tout bouger. Et la coordination motrice que ça demande dans un swing de golf, on le voit tout de suite si la personne est câblée ou pas. Il y a des personnes qui commencent le golf qui, malheureusement, sont sédentaires, n'ont jamais pratiqué le sport depuis la sortie du lycée. On les met avec un club de golf dans les mains, juste par la posture, la façon dont elle tient le club et la façon dont elle va bouger son corps, on sait très bien si elle va réussir à bien jouer au golf ou pas. Parce que c'est comme ça le golf. C'est un sport qui est d'une extrême difficulté, que le câblage entre le mental et le reste du corps est primordial. Et pour ça, ça passe forcément par des activités physiques. Ouais, des activités physiques et de coordination. Et aussi, c'est quelque chose dont je me rends compte, pareil, arrivé à un certain niveau aussi, où quand tu veux pouvoir te dépasser, il y a un certain niveau physique aussi à avoir qui fait qu'en dessous, tu peux avoir un swing. Moi, j'ai un swing qui techniquement finissait par être pas si moche, mais que du coup, physiquement, j'arrivais pas à assumer sur 18 trous et encore moins à faire un grand prix sur 36 ou 72 trous, quoi. Exactement. Et à arriver à un certain point, le physique t'aide. C'est toujours quelque chose que tu fais, pratiquer des sports de la musculation, ce genre de choses? Alors, tout ce qui est musculation, j'ai ma salle de muscu, mais depuis que je suis papa, c'est un peu plus compliqué. Un peu moins. C'est pas un peu moins, c'est que j'en fais plus depuis 9 mois, clairement. J'ai perdu la motivation. Il faut que je m'y remette. Hein. J'en ai besoin. Je le sens que je commence à être un peu pâteau. Mais à côté, je me suis mis au tennis. Donc bon. Ok. Bon, ça va. Ouais. Ça fait un peu plus. Et ouais, tu dirais du coup que quand tu t'es mis, justement, si on revient à quand tu t'es mis au golf, cet aspect justement CrossFit et tout, ça t'a beaucoup aidé à l'époque. Ouais. Ah, franchement, j'ai jamais aussi bien tapé la balle à l'époque. Ouais. Même si techniquement c'était moche. Parce que j'avais une sale technique, faut dire ce qu'il y a. Quand je revois certaines vidéos de mon swing de l'époque, je me dis putain, mais comment j'ai pu jouer comme ça? Techniquement, c'était très laid, mais j'ai jamais été aussi bien dans la balle. Ouais. Ok. Au niveau de la vitesse de drive aussi, j'ai jamais aussi frappé aussi fort. Enfin, je la frappais pas plus loin parce que je faisais des pull slides, donc ça allait pas très loin. C'est difficile. Hein. C'était technique, mais je passais entre 117 et 121 en vitesse de croisière au drive parce que je faisais du CrossFit et maintenant, si j'arrive à dépasser 110 en accélérant, c'est déjà pas mal. Quoi. C'est déjà pas mal. Mais oui, j'ai jamais été aussi bien dans la balle que quand je faisais du CrossFit. J'en faisais quasiment autant que le golf, c'est-à-dire que j'allais au CrossFit 4 à 5 fois par semaine. Donc j'avais un physique quand même assez bâti à l'époque. J'avais des très bonnes perfs en muscu sur certains, enfin pour mon poids de corps. Mais c'est clairement le CrossFit, ça m'a aidé de ouf pour bien jouer au golf. Ouais, donc ceux qui veulent vraiment chercher à progresser et tout, moi j'en suis convaincu depuis l'épisode qui est sorti il y a pas très longtemps avec la prépa du golfeur Maxime qui raconte un stade justement de physique pour le golf, qui m'a commencé à m'envoyer des petits programmes et tout pour que je puisse essayer justement voir si ça m'aide pour mon objectif. Franchement, j'en suis quand même assez convaincu, quoi, parce qu'il y a certains blocs de muscles, quand tu les bosses, tu te dis ah ouais, mais tu vois, je suis
complètement incapable de faire cet exercice qui est pourtant pas si difficile que ça à regarder de l'extérieur. Et en fait, si je suis pas capable de tenir la position ou de faire ce mouvement en statique sans club de golf dans les mains, comment veux-tu qu'en envoyant la balle à plus de 100 miles par heure, du coup, en tête de club, moi je passe à plus de 100, je suis autour de 104, quelque chose comme ça. Et je me pète la gueule au drive, mais en même temps, quand je fais des exercices de posture, je me rends compte qu'avec un poids de 4-5 kilos dans les mains, je me pète la gueule. Bah, en fait, c'est impossible qu'avec 110 kilos, la force, le poids du club, quand on l'envoie à une telle vitesse, est énorme, en fait, au moment de l'impact. Et le fait de tenir sur ses pattes, à un moment donné, ça passe aussi par du physique, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après, pour bien jouer au golf, je trouve que c'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont juste... très bien dans la balle, sans physique, mais dans un objectif de performance, ça devient indispensable à très haut niveau, c'est indispensable. Ouais, et puis quand on veut se pousser soi-même, quoi, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont un bon swing, qui ont parfois aussi eu un très bon niveau et qui ont arrêté de faire du sport pour X ou Y raison, mais du coup conservent un swing qui est carré et tout. Mais pour vous pouvoir progresser, s'aider à progresser, c'est sûr que ça aide tellement. C'est le physique. Pas besoin de faire 10 séances, tu vois, 4 séances de CrossFit par semaine, mais juste le minimum syndical. Surtout avec les vies qu'on a aujourd'hui, voilà, il y a 90% de chances pour que, en nous écoutant ou en nous regardant, vous fassiez un métier qui est pas du tout physique, de bureau ou de voiture. C'est quasiment sûr, en fait, à l'échelle de la répartition des boulots en France. Il y a très peu qui font du travail manuel, et même dans ceux qui font du travail manuel, c'est pas forcément, ça n'aide pas forcément beaucoup pour le physique en lien avec le golf. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Exactement. Hein. Vraiment, vraiment. Et tu m'as dit du coup que tu as ta salle de sport. Ça, c'est un projet. Tu as un beau projet autour de ça. Est-ce que tu peux nous briefer? Est-ce que c'est encore un peu tôt Non, par rapport à ça? Ça commence à arriver petit à petit. On est vraiment sur la finalisation. On est en train d'ouvrir un golf indoor avec un pote. Ok. Donc j'ai acheté le Trackman. Trackman, plaque de force, avec cage professionnelle et tout, petit coin pour boire tranquille. Donc ça va être un golf indoor, enfin une salle qui sera à la location des particuliers. Ça se situe à Igny, à côté de Verrières-le-Buisson. Et l'objectif, c'est d'accueillir les personnes qui voudraient, pendant l'hiver ou même en dehors, taper des balles pendant 1 heure et se mettre au chaud tranquillement et avoir toutes les stats Trackman à leur disposition. Donc là, on est en train de finaliser les projets pour faire ça bien, quoi. Ok. Donc, et du coup, il y a la salle de sport qui est à côté ou dedans? Ouais, en fait, c'est dans une salle de CrossFit. D'accord, ok. En fait, c'est complètement... T'as réuni finalement tes deux... finalement, ouais, après 5 ans, je réunis les deux passions, même si je fais plus de CrossFit. Mais complètement au hasard. C'est-à-dire que il s'appelle Damien, en fait. C'est Damien qui est le gérant de CrossFit 391 qui se situe à Igny, qui est une box de CrossFit, du coup affilié CrossFit. Okay. Et qui s'est mis au golf pendant le confinement, comme beaucoup de personnes au final. Ouais, il y a eu beaucoup de nouveaux golfeurs. Et c'est ça, et puis à l'époque j'étais encore adhérent chez lui, et il m'a dit putain, je savais pas, t'étais prof de golf, je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Puis de fil en aiguille, voilà, ça s'est fait. On a trouvé un terrain d'entente pour installer une salle de golf indoor chez lui. Et voilà, je vais pouvoir donner mes cours là-bas. Ça va être super cool. Enfin, je sais pas encore comment ça va se passer parce que c'est pas encore ouvert, donc. Ouais, c'est encore un projet, mais c'est un peu dingue. Et du coup, tu pourrais finalement avoir des transfuges du CrossFit ou des golfeurs que tu mets exactement. au sport. Ouais, exactement. Il y a des personnes du CrossFit qui sont en train de s'intéresser au truc, à se dire ils pourraient essayer et tout, donc. Ouais, c'est marrant, quoi. En plus, t'as une ambiance, je suppose, qui va avec, quoi. C'est sympa quand t'as des gens qui se dépassent. La musique, le petit coin et tout. Il y a quand même ce côté social qu'il faut pas sous-estimer, selon moi, qui est trop sous-estimé dans tous les apprentissages. Le côté social, pression sociale, mais dans le sens positif, en fait, de l'apprentissage. C'est quand t'es dans un endroit où tout le monde travaille, c'est plus facile de travailler, quoi. Quand t'es chez toi et que t'as quelqu'un qui est en train de se détendre à mater la télé à côté, c'est quasiment impossible de travailler. Ouais, et donc, carrément. quand t'es dans un endroit où tout le monde est en train de se défoncer physiquement, même si c'est pas en train de faire du golf, en fait, t'as qu'une envie, c'est de te dépasser. C'est ça. Et je pense que t'as un côté quand même qui est sous-estimé, je pense, dans l'apprentissage. Là, c'est vraiment le début, donc on sait pas encore comment ça va se passer, mais on imagine plein de choses, des projets dans tous les sens, avec du coaching physique à côté, parce que il y a tous les matos. Vu qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de choses à imaginer. Bon, on est encore en stade embryonnaire parce qu'on n'a pas encore ouvert, donc non, mais on va voir.
Franchement, plutôt excité, mais on est en train On verra. d'attendre. On verra quoi, en fait. On est plutôt à la cool. On fera que sont-ils devenus dans quelques mois. Bah après, on s'est dit que si ça marchait pas, de toute façon, on avait notre jouet à nous. Tu Ouais, vois, c'est ça, dans le pire des cas. C'est juste se dire, on a notre Trackman, tu vois, on peut aller s'éclater, à taper des balles dans clair. notre Trackman, il y a personne d'autre. C'est juste la fierté d'avoir ça déjà, je trouve ça cool, quoi. C'est vrai que c'est cool. Ouais, puis au final, avec le bouche à oreille, ça prendra peut-être un peu de temps, mais il y a de fortes chances que... C'est ça. Ça se démocratise quand même. Il y a de plus en plus des initiatives golf indoor un petit peu partout. C'est ça. Quelque chose qui se fait déjà beaucoup aux États-Unis, mais en France qui prend du temps à arriver. C'est ça. Yes. Bon, allez, avant d'attaquer sur mes petites questions de la fin, je voudrais te dire, allez, un peu nouvelle approche du podcast. Je faisais pas trop jusqu'ici. Toi, le mental, t'en penses quoi, le mental au golf, t'en es à quel niveau d'initiation? C'est une langue étrangère, ça t'intéresse? Non, pas du tout. Ouais. J'ai lu les 2 livres de Jean-Philippe Vaillant, P.A. Nelson, Lynn Marriott, Rotella, je les ai tous vus, déjà tous lus. Donc oui, l'approche mentale est primordiale et pas assez exploitée dans le monde du golf pour moi. En tout cas, je sais que dans mes cours, j'axe beaucoup dans les cours individuels l'aspect mental sur le parcours ou sur la routine ou sur la conception du choix du coup, parce que je me rends compte que la plupart des gens ne prennent pas de décision en fait. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien, c'est juste... routine, là, pas de routine, quoi. Pas de routine, il y a une badge, je la tape, j'avance, je vois ce qui se passe, et après, je vais en cours, je pleure, et j'ai l'impression que c'est la technique. Mais non, il y a pas... Les gens, en fait, prennent le golf comme si c'était 90% de technique. Parce qu'ils vont voir les pros, et ils se disent que c'est forcément quelque chose de technique. Mais non, c'est très rarement, en fait, la technique. En fait, la technique, elle découle souvent, justement, d'un manque de préparation mentale. Pour moi, l'aspect technique, elle découle vraiment d'un manque de connaissance de soi-même avant tout, et qui nous fait produire les erreurs qu'on peut produire sur le parcours alors qu'on les produit pas sur le practice. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que on n'assiste peut-être pas assez dessus. On se rattache à la technique parce que c'est la chose sur laquelle on est formé et qui rassure, parce que la technique, ça reste quelque chose de rassurant. Ouais, c'est objectif, c'est carré, c'est problème, solution. Mais encore une fois, comme je te dis, moi je me détache de plus en plus de la technique, et la technique, c'est pas une solution, c'est plus une cause. Une conséquence, je veux dire. C'est plus une conséquence, la technique, j'ai l'impression. Enfin, de plus en plus, quoi. J'ai l'impression que la technique découle d'une conséquence d'un problème au niveau de la conception du coup, qui fait qu'on fait telle ou telle chose. Enfin, je donne très souvent l'exemple du slicer de base ça fait 10 ans qu'il slice et qui a l'intention de taper sa balle et pas l'intention de lancer sa tête de club vers la cible. Donc à partir de là, est-ce que tu vas lui dire il faut que tu fasses un club qui shallow derrière toi pour ramener ton club ici et lui expliquer le chemin intérieur-extérieur avec une phase de club, blablabla, ou est-ce que il faut que tu lui parles d'intention de jeu? Tu vois, moi je pense que je suis persuadé que l'intention est prioritaire avant. C'est pour ça que je dis souvent que la technique est une conséquence au final, parce que l'aspect mental, enfin, tant que ton corps il a pas compris en fait ce que tu lui demandes, il peut pas le faire. Même si tu comprends intellectuellement, on te l'a rabâché 50 fois que tu sliceais parce que tu avais un chemin de club comme ça. Mais c'est pas parce qu'on te l'a rabâché 50 fois que tu vas faire quelque chose. Tant que ça s'est pas connecté en fait au corps, et ben tant que t'as pas touché la cause en fait, et la cause pour moi elle est souvent dans la tête. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et ça me fait penser à un débrief que j'ai fait de Flo Alès là il y a très très peu de temps sur YouTube qui est sorti. Je sais pas par rapport à cette vidéo quand elle sortira, mais où il explique sur un coup typiquement. Donc Flo Alès qui est quand même un très bon joueur de golf, qui a un niveau qui est pro, mais quand même parmi les pros qui a quand même un bon niveau de golf, qui rate à un moment donné complètement un coup de wedge, mais vraiment genre socket dans les buissons quoi. Et il le débriefe tout de suite. Il dit mais en fait, j'avais aucune idée de ce que j'essayais de faire. Donc, à un moment donné, je pouvais pas taper cette balle. Je savais même pas ce que j'essayais de lui faire à cette pauvre balle. Donc, à un moment donné. Bien sûr. Et quand on voit les meilleurs joueurs du monde rater des coups, c'est pas parce qu'ils ont fait un problème, ils font une erreur technique. Sûrement pas. Voilà. C'est qu'il y a une erreur d'intention, de focalisation, d'intention, et c'est pas la technique qui a fait qu'ils ont fait une socket, quoi.
Ah, et puis ils ont tellement de facteurs qu'on n'a pas, hein. La télé, la Exactement. pression, C'est le ça. stress, l'argent, le bruit, les gens. Euh, C'est ça. Moi, quand je vois Donc, les mecs recentrés avec une haie de gens de chaque côté, je moi, me je dis, comprends mais pas ça. Moi, je me mon dis, la Dieu, première mon chose que je pense, c'est Dieu. socket. Mais oui. Et La moi, la pre- première chose que je pense, c'est, attends, mais il y a un enfant là. Mais ouais. Et si je fais une Mais- socket, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, C'est tu vois, là, ça. on n'est pas câblé pour jouer sur le tour, mais Bah non, ni toi ni moi, je pense que exactement. c'est pas Clairement pas. d'arriver. Mais quand Mais je vois ça, et les mecs, ouais, ils sont pas câblés pareil, mais il n'empêche que voilà, enfin, on se doute bien que quand McIlroy, il fait une petite gratte, hein, une gratte de McIlroy, c'est une gratte de McIlroy, hein. ouais, Tu te doutes bien que c'est pas parce que du jour au lendemain, il s'est pu taper une balle de golf, quoi. Enfin, à un exactement. moment donné, c'est pas possible. Et la prépa mentale chez les amateurs, elle est inexistante. Ah, c'est ça ce que je Elle est, trouve. elle est En complètement fait, moi, ce que je inexistante. trouve dommage, c'est qu'il y a cette double peine. Je sais plus où je l'ai vu écrit, c'est pas de moi, hein. Mm. Cette double peine de ne pas se focaliser sur le mental quand on est amateur, que du coup, non seulement le mental, c'est aussi ce qui donne la clé souvent vers le plaisir parce que t'as les objectifs, t'es à fond dans ta partie quand tu visualises, quand t'as une routine et tout, t'es pas juste là en train de taper la balle et de te plaindre parce que t'as pas fait ce que tu voulais, quoi. C'est Donc ça. déjà, tu te flingues ton plaisir, mais en plus, du coup, tu te rapportes sur la technique, qui est la partie la moins fun du golf. On est Ouais. d'accord que il en faut un certain point, il en faut quand même un peu pour régler certains problèmes, parfois de manière ponctuelle, ou pour progresser quand on est bloqué sur quelque chose. Mais au final, on se prive de toute cette partie sympa du parcours, du mental, du fun, et on se rabâche, enfin on renvoie les amateurs sur la partie technique de quand tu auras la bonne technique, tu seras bon, donc tu prendras du plaisir, qui est vraiment la mauvaise manière de voir le problème, c'est voir le problème par le mauvais bout de la lorgnette, quoi. C'est clair. Exactement. Et le problème de ça, c'est que. Mais la technique, ça rassure, en fait. C'est ça le Ouais, problème c'est ça. aussi. On se dit ouais, c'est bon, je sais ce que je fais. Oui, Ouais. mais C'est ce que disait Jean-Philippe Vaillant dans son livre, c'est qu'à partir d'un moment, il faut faire confiance à son inconscient avec les bases techniques qu'on a acquises. Et sur le parcours, il va pas se passer un miracle, en fait. Et les gens, ils attendent toujours le miracle. Ils sont toujours dans l'attente du swing parfait, avec la balle parfaite. Ils vont l'avoir parce que, probabilitairement parlant, il faut bien que ça tombe à un moment. Sauf, sauf qu'ils vont pas réussir à reproduire. Et ça, c'est vraiment la chose, en fait, que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que la régularité, elle passe forcément par votre préparation. Du coup, vous pouvez pas être régulier si vous n'essayez pas d'aborder les choses de la même façon tout le temps. Si vous êtes tout le temps dans le flow et dans le brouillard en disant je vais taper comme ça, en espérant qu'il se passe quelque chose, et les gens sont dans l'espérance. Ils sont ouais, perpétuellement dans ouais. l'espérance qu'il se passe quelque chose Et du avec coup, la que technique leur swing. rassure. Ça revient à Ouais, ça. C'est que moi, je vois des gens, ils me ouais, mais c'est un disent, cercle vicieux, ça. je leur dis, mais enfin, je leur dis parce que bah voilà, j'essaie d'être sympa quand même. Mais j'ai des gens avec qui ils jouent. Le mec, il m'a rabâché pendant 18 trous, enfin, du moins, c'est 14 drives de ces 18 trous. Ah, il faut que je mette la hanche, il faut que je mette la hanche, il faut Ouais, que je mette la hanche. ouais. Bon, après, c'est bien d'avoir des points d'attention, tu On peut vois, avoir des savoir ce que clés. tu On veux peut bosser. avoir des clés qui Voilà, c'est permettent pas de. forcément une mauvaise chose. Mais, Non, il y a enfin, même tous les pros ont des clés bien qui sûr, résument ce qu'ils doivent réaliser ouais, techniquement dans leur swing. Mais c'est juste des brèves pensées qui permettent de c'est déclencher. c'est ça. Ils sont pas focalisés sur leur hanche en se disant qu'il faut qu'ils fassent ça avec leur hanche à tel moment du swing. Ouais, Ça, puis c'est juste encore humainement moins, pas faisable. dès que tu vois le coup raté, dire ah, c'est que j'ai pas fait ma hanche. Ouais, Ah, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, en fait. Des fois, j'ai ouais, envie de te c'est dire, clair. non, en fait, ta hanche, elle était nickel, mais il y a aussi le truc du mec qui slice depuis 10 ans, tu vois. À un moment donné, même s'il visualise pas, inconsciemment, il visualise, et tout ce Oui, qu'il visualise, c'est du slice, tu vois. ouais, c'est En fait, ça. quand vous pensez à rien, faut vous dire que c'est ce que vous pensez par défaut que vous pensez, même si vous Ouais, en êtes pas conscient. Donc ouais. si vous avez l'habitude de slicer et que vous dites, il faut pas que je slice, donc déjà votre cerveau comprend pas la Ah non, négation, mais ça c'est une c'est dans le négation, ouais. bouquin de Vaillant, Ouais, mais, et puis il nous en a parlé dans le podcast, mais aussi, par défaut, si vous faites rien, ce qui va se passer, c'est souvent dans votre tête ce que vous essayez d'éviter, quoi. Vous allez voir votre slice, vous allez voir votre gratte, et moi je me suis surpris à faire ça. Pourtant je suis formé à ça, je fais attention, mais à un moment donné j'étais un peu moins rigoureux sur mes routines, justement parce que je bossais un peu de technique, et il faut mm, faire super gaffe à ça, parce qu'en fait ça revient super vite de retomber dans les mauvais défauts, c'est et je clair. me suis surpris à moins bien visualiser, et même à être en train de visualiser le contact que j'essaie d'éviter. Mm. Me dire, ok, actuellement tu prends les balles un tout petit peu grasses, mais du coup, juste avant de jouer, j'avais dans les mains physiquement la sensation d'un contact gras. Ah ouais, ouais, Et du je coup, vois je totalement. produisais exactement ce que Exactement, ouais, j'étais en train de penser. Mais du coup, c'est vraiment contre-productif. C'est vrai que c'est c'est clair. très difficile, il faut être vigilant de manière permanente. Et je pense que ça, c'est une misconception que j'avais étant gamin, mais que personne ne m'a jamais expliqué, donc quelque part, je pouvais pas deviner, que je pensais justement qu'une fois que ma technique serait bonne,
je pourrais presque entrer dans un univers parallèle et qu'il allait avoir un Paul qui jouait super bien au golf, qui jouerait sa partie, et puis qu'à la fin, je serais là et je lui donnerais ma carte de score, tu vois. Ouais. Mais j'en étais persuadé pendant les 4 ou 5 ans que j'ai joué en étant jeune. Pourtant, j'étais en équipe performance, enfin, tu vois, des trucs comme ça, sans être bon, hein, qu'on s'entende bien. Mais on m'a jamais expliqué ça, je l'avais jamais compris. Mais en fait, non, c'est que c'est un process actif et permanent, quoi. C'est pas à un moment donné, il y a jamais dans toute votre vie de golfeur, même si vous arrivez sur le PGA Tour, où vous ne penserez à rien, en fait. Vous pensez tout le temps, et c'est même l'inverse. C'est que tu as l'impression de penser à rien quand tu es tellement absorbé par ce que tu fais, qu'en fait, la totalité de ton attention, est focalisée sur justement l'intention du coup, les choses à réaliser, la stratégie, tout ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est pas que tu arrêtes de penser, c'est au contraire que tu t'es tellement absorbé par ça. Et ça, c'est à ce moment-là que c'est bon, quoi. C'est clair. Et moi, ce que je dis souvent aussi à mes élèves, c'est que je suis pas passé 6 grâce à ma technique. Je fais du pull slice que dégueulasse. J'ai envie de vomir quand je voyais mes trajectoires. Techniquement, c'était horrible, mais c'est pas grâce à ça que je suis passé 6. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas forcément à le comprendre. C'est que je dis souvent, il y a 2 niveaux chez le golfeur. C'est que tu as le niveau mental et tu as le niveau technique. Niveau technique, j'étais, je devais être 25. Je devais être 25 mais je sais que mentalement, j'étais 0. Ça, je le savais. Tu lâchais rien. Je lâchais rien. J'étais persuadé que si j'avais Tiger en face de moi, j'étais capable de le péter. J'en étais intimement convaincu. Le mental de gagnant, ça, c'est quelque chose, je pense qu'on ne parle pas aussi souvent parce que les gens n'ont pas confiance en eux, putain, quand ils jouent. C'est vrai. Ils ont 0 confiance, ils sont là, je sais pas faire, non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. J'ai pas le droit de tenter. J'ai pas le droit, mais à partir d'un moment, si déjà tu crois pas en ce que tu veux faire, tu crois pas en toi, en ta capacité de faire quelque chose, mais rêve et reste dans ta rêverie à essayer de jouer au golf correctement, mais ça ne viendra jamais. Après, moi, le mental, je l'ai développé par l'aspect compétitif dans les jeux vidéo, parce que j'ai joué à très haut niveau quand j'étais jeune. Mais quand j'étais sur un parcours, j'avais envie littéralement de tuer les personnes. Même si j'étais pas contre eux, parce que le golf, tu joues pas contre quelqu'un. Mais mon objectif, c'était de tuer des gens. De battre les gens. J'étais dans un FPS, j'étais là, j'étais avec mon gun et je devais les tuer, quoi. Vraiment, avec cet aspect vraiment d'aspect mental, je peux pas lâcher, c'est pas possible, je peux pas lâcher. Et ça, les gens n'ont rarement, en tout cas, cet esprit aussi. Et le golf est dur pour ça, parce que t'as pas d'adversaire. Non, t'as pas d'adversaire. C'est ça qui est dur. C'est qu'au tennis, même si t'es pas un compétiteur, à un moment donné, t'as envie de lui fourrer au mec en face de toi. Même si t'es mauvais, tu vois, t'as envie de lui mettre à un moment donné le gros smash ou le gros lift qu'il arrive pas à rattraper. Tu vois, mais au golf, il y a pas ça, et c'est ça qui est dur, je trouve. Parce qu'il y a rien sur quoi focaliser cette espèce d'agressivité positive qui fait que tu crois que tu peux aller chercher. Moi, c'était contre moi-même. Hein. Après, je pense qu'il faut savoir, je sais pas, se dédoubler. Enfin, j'avais mon alter ego qui était un peu la personne que je devais battre et j'étais le méchant moi. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais une rage contre moi-même en fait sur le parcours. J'avais la haine contre moi en fait. Mais moi, j'ai besoin. Enfin, je suis quelqu'un de très. Après, voilà, c'est aussi des typologies de personnalité, bien évidemment. C'est des personnalités qui sont très, différentes au chacun. Mais moi, je suis quelqu'un qui est très très sanguin, qui déteste la défaite et qui a besoin de tout faire pour réussir quand il se met dans quelque chose. Donc j'étais remonté contre moi-même quand je n'arrivais pas à faire quelque chose. Je m'en voulais vraiment, vraiment à très très haut niveau, quoi. Donc sur un parcours, c'était vraiment. Et ça drivait, c'est ça qui est difficile en fait pour les gens à comprendre, c'est qu'il y en a certains qui s'en veulent, mais ça les drive pas, ça les diminue. Ouais, exactement. Et ça, c'est difficile. Moi, je suis dans la typologie justement inverse de toi, où j'ai besoin de croire en moi et qu'on croit en moi. Et en fait, le truc qui m'a fait un switch énorme cette saison, où je me suis mis du jour au lendemain à mieux jouer au golf, c'est de me dire, bah, en fait, je pars du principe que je suis capable, et genre vraiment du jour au lendemain, c'était un switch, mais qui s'est fait en fait inconsciemment, parce qu'à force de bosser mon mental, ça finit par se faire tout seul. Et je me suis rendu compte que le truc tout con, c'était de partir du principe que j'allais réussir le coup. Et si je le réussissais pas, bah en fait, je me disais que ça arrivait. Plutôt que partir du principe que j'allais foirer le coup. Et que si ça arrivait, je me dis, bon bah jusqu'au prochain coup que je vais foirer. Qui était mon mode par défaut avant, en fait. Et c'est impossible de bien jouer quand t'es comme ça. Et en fait, pour bien jouer, à un moment donné, il faut être persuadé que tu peux tuer le parcours, ou tuer toi-même, ou tuer ta carte, quoi. C'est ça. Mais c'est ça qui est difficile, parce que
En fait, tu remarques que la personnalité du golfeur, elle est vachement reliée à comment la personne est dans la vie de tous les jours. Ah, Hein. bien sûr, bien sûr. Et il y a des personnes, vraiment, je serais intéressé de me former sur la prépa mentale rien que pour ça. C'est des personnes qui sont pas confiantes dans la vie de tous les jours, qui sont toujours dans une timidité, qui sont toujours dans la retenue, dans la non-confiance, parce que c'est comme ça depuis 20, 40 ans chez eux. Mais comment tu les changes, ces gens-là, en fait? C'est difficile. Ça, c'est super compliqué, parce Ça, que c'est leur dire difficile. que tu peux le faire, non, tu peux pas le faire, en fait, parce que t'es pas câblé pour, et surtout pas au golf. Donc, déjà, changer profondément quelqu'un dans sa vision de ce qu'elle a d'elle-même, je trouve que c'est ça le plus difficile dans la prépa du golf. Parce que nous, enfin, moi, en tant que prof de golf, je peux lui apporter la vision de la routine, de se concentrer sur ça, mais changer intrinsèquement la façon de penser d'une personne pour qu'elle puisse performer au golf, waouh, ça c'est un autre domaine de compétences à mon avis. C'est du boulot et c'est. Ce qui est difficile, c'est que justement, contrairement à la technique, c'est intangible, quoi. C'est-à-dire que la personne, C'est à un moment intangible, donné, clairement. tu vois, tu peux lui donner un tips technique, la personne va être convaincue que parce que ça vient pas d'elle, du coup, c'est encore cette histoire de confiance. Mais vu que c'est pas moi qui ai donné le tips et que c'est quelqu'un de compétent qui m'a donné le tips c'est bon, tu vois. Mais pour le mental, c'est dans ta propre tête. Donc, à un moment donné, je peux te dire tout ce que tu veux, ça va, dans le parcours, ça va se passer dans ta tête. C'est ça. Et il y a rien à faire de magique pour ça, en fait, en réalité. Alors, il y a des trucs qui permettent, il y a des techniques, etc. Mais c'est ça qui est difficile dans le mental et il faut du temps, je pense. Il y a du temps. On parle souvent de temps d'adaptation technique, mais il y a du temps d'adaptation mentale et qui est souvent supérieur en fait au temps technique. Ah, mais clairement, parce que la personne pense comme ça depuis toute sa vie. Ouais. Donc, il faut que tu lui changes sa vision quand même de ce qu'elle a à travers elle, ce qu'elle représente à travers le monde, pour que ça puisse se répercuter sur son golf. Waouh, moi, ça me paraît mystique. Ça me paraît tellement mystique, ça. C'est difficile et c'est long. C'est les deux. Mais c'est ultra passionnant comme sujet, mais et c'est infini. Et c'est infini parce que les types de personnalités, il y en a tellement. Et moi, je sais que je suis incapable de motiver quelqu'un qui n'a juste pas confiance en elle. Parce que je suis pas quelqu'un, en fait, qui n'a pas confiance en moi. Je suis quelqu'un qui a de plus en plus confiance en moi, qui est vraiment sûr. Quand je suis au golf, en tout cas, je sais que je suis intrinsèquement persuadé que je suis capable de jouer sur le PGA, même si je sais qu'en réalité, il se passe pas ça. Mais j'ai toujours été persuadé que quand j'allais sur un parcours de golf, j'étais capable de battre n'importe qui. Même Rory, j'aurais pu prendre Tiger, on aurait pu mettre n'importe qui. Pour moi, j'étais capable de le battre. Et tu te serais pas démonté, en fait. Non, je prends l'exemple de la réalité, c'est que tu te serais fait éclater. Mais dans ta tête, non. Et c'est ça qui est important. Et je prends souvent l'exemple de la YouTube Golf Cup 1 que j'avais réalisé et que j'avais joué contre Flo Alès le dernier jour. Toute mon équipe était là, ça va aller, tu vas t'en sortir. Je disais, mais les gars, mais je vais le péter, quoi. Enfin, dans ma tête, comme je te dis, dans ma tête, je suis persuadé de pouvoir péter n'importe qui sur un parcours, même si c'est pas la réalité. Mais j'en suis tellement intimement convaincu de mes compétences que même si c'est, en fait, je sais pas comment dire, il faut savoir distordre la réalité. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu retrouves chez tous les champions. Quand tu lis dans les bouquins, c'est quelque chose qu'on voit notamment chez Rotella et d'autres. Mais en gros, tous les grands sportifs sont illogiques, profondément illogiques. Ouais. C'est irrationnel. Mais c'est là qu'ils tirent leur pouvoir. C'est de dire, le gars, il est convaincu, c'est-à-dire que c'est l'histoire des bonnes et des mauvaises séries. C'est-à-dire que le gars, le jour où il joue mal, il se dit, en fait, je joue bien au golf. Donc si je joue mal, c'est obligé que je me mette à bien jouer au golf. Et le jour où il joue au-dessus de son niveau, il se dit, trop bien, c'est mon jour, je vais tout péter. Mais c'est complètement illogique, tu vois. C'est ça, c'est clair, ça n'a rien de rationnel. Réellement comme ça. Et c'est ça qui fait qu'ils sont bons, parce que arrivé sur le tee, il se dit pas, je peux la rater. Il se dit, bien sûr que je vais la foutre plein milieu à 300 mètres. C'est ça, et puis même l'imagination. Et l'imagination, elle est quand même plus forte que tout. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, sur le parcours, il n'y a rien qui vous empêche de penser que vous êtes Superman. En fait, qui vous empêche de croire que vous êtes Superman sur un parcours de golf? Il y a que toi et toi-même qui sais que t'es Superman. Mais moi, c'est comme ça que je réfléchis sur un parcours de golf, c'est que, mais comme je te dis, je sais que je suis plus fort que Tiger Woods. Quand je suis sur un parcours, je le sais, pertinemment. Je suis le seul à le savoir, mais j'en suis intimement convaincu. Et donc, je joue bien, parce que je suis persuadé, et j'en suis intimement convaincu, même quand je suis sur un parcours et un club dans les mains, que je suis meilleur que n'importe qui. Ouais, et c'est Venus Williams, du coup, pour faire le pont, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent, qui disent, ouais, mais en gros, à un moment donné, ça revient à se mentir à soi-même, parce que quand t'as pas ça aujourd'hui en toi, au début, ça sera pas naturel du tout. Oui, c'est ça qui est très difficile. Et c'est Venus Williams qui, en gros, ressort le fake it till you make it, quoi. C'est à un moment donné, t'es obligé de penser comme ça, même si t'y crois pas.
jusqu'au jour où tu vas y croire vraiment. Et le jour où tu y croiras vraiment, ça va être fantastique. Donc, à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Si t'es pas confiant en toi, tu peux pas aller sur le parcours et dire « je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde et espérer qu'un jour ça change. Ça changera pas. En fait, la réalité, c'est que ça changera pas. Et je peux vous le dire honnêtement, pour l'avoir vécu, ça ne changera jamais. Et le truc que je me rends compte, c'est que je suis maintenant capable de jouer quasiment le score que je veux à chaque fois, parce que j'arrive pas à me dire que je suis meilleur que ce score. Et au moment où je vais arriver sur le parcours et que je vais me dire, actuellement, tu vois, j'arrive pas à me dire que je vais péter, quand je joue 7-8, je suis content. Mais j'arrive pas à me dire que je peux aller chercher les 70-72, tu vois. Alors, bien sûr que j'y suis pas encore de les jouer régulièrement, Scratch Golfer et tout. Mais, physiquement, il y a rien qui s'y oppose, quoi. Je tape suffisamment fort dans la balle, je sais exécuter des coups et tout. Et à un moment donné, il faut que j'arrive à me forcer à croire que je suis capable de le faire pour que ça puisse arriver. Et c'est dans ce sens-là. C'est pas parce que j'y crois et que ça se produit pas que ça va pas se produire. Par contre, si je crois que je n'en suis pas capable, c'est sûr à 100% que ça va pas se produire. Exactement. Ça, c'est sûr et certain. Et il y en a beaucoup qui ont ce cap en fait du score et de se dire qu'ils ne valent pas ce niveau et le joueront pas parce qu'ils le croient pas en fait. Les gens qui sont persuadés dans leur tête et c'est un truc que j'ai remarqué chez Charles Damourette, ça paraît dans un débrief, il dit ouais, j'ai mis quelques bons coups, mais en vrai, je suis que 14 ou 15 d'index, tu vois. Et cette phrase, je la trouve tellement dure. Elle est révélatrice, en fait, de l'état d'esprit. C'est-à-dire que la personne croit, elle le pense intimement qu'elle est 14 et qu'elle ne vaut pas mieux que 14. Donc, à partir de là, la personne ne sera jamais Elle doit jouer comme un 14, sinon c'est pas logique, quoi. Exactement. Elle peut pas jouer comme un 8 ou comme un 4 ou comme un 6. C'est ça. En fait, mais ça, c'est juste des barrières psychologiques, mais qui sont dures à sauter, bien entendu. Bien sûr, juste c'est encore une fois hyper dur. Mais du coup, c'est ça, je trouve, qui est bien d'échanger avec des gens qui l'ont fait, tu vois, qui ressentent. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas ma personnalité, mais qui ont la tienne, qui aujourd'hui vont se reconnaître dans ce que tu dis, qui sont comme ça ailleurs dans la vie et qui vont pouvoir le mettre dans le golf. C'est à un moment donné, voilà ce qui se passe dans la tête des gens qui ne vous l'expliqueront jamais parce que vous les prendriez pour des fous si vous le disiez. et tu vois, c'est normal. Mais là, on est là pour en parler. Et justement, je trouve ça bien de le dire ouvertement. Hors contexte, je pense que je pourrais paraître pour quelqu'un de prétentieux si on prend l'extrait qu'on a pris. C'est ça, si on prend l'extrait que je le mets sur Insta, les gens vont dire, mais c'est un gros connard. En plus, il est délusionnel. En plus, il est dans son ego trip parce que jamais il arrive à la chute de Tiger. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est pas la question. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Et même depuis le début, depuis que j'ai voulu passer enseignant, j'ai toujours été persuadé que j'irais sur le PGA. Mais en fait, je sais pas comment le dire, c'est tous les soirs, je me couchais, et encore ça m'arrive de le faire encore, mais je m'imaginais jouer Augusta. J'étais là, je me suis dit, je vais prendre le tee time au départ d'Augusta. Je sais que je vais le faire. Et tous les soirs, en fait, j'étais vraiment dans ce mood où je sais que je suis le meilleur. En fait, j'en étais intimement persuadé. Je le fais moins maintenant parce que je suis de moins en moins dans le jeu, c'est plus ma priorité, mais je sais qu'à l'époque, exactement, mais tous les soirs, à l'époque, je me couchais et j'étais persuadé que j'allais jouer Augusta dans 3 ans, quoi. Je le sais. Et j'en étais persuadé. Et je sais pas comment, c'est pour ça que je te parle de distorsion de réalité. Mais pour moi, je vivais dans ma réalité, en fait. Ouais. Et t'arrivais sur le parcours et ça transpirait. Et il y avait aucune barrière, en fait. Ouais. Tu vois, je pouvais jouer le par, j'aurais été, c'est normal, tu vois. Je mérite le par. Il y a d'ailleurs un exemple comme ça dans un bouquin, je crois que c'est Timothy Galloway, d'un mec qui s'est mis au golf, qui en peut-être 1 an ou 2 jouait 72, et les gens lui ont dit « Non mais ça fait qu'1 an et demi que tu joues au golf, c'est pas possible que tu joues 72. » Et le mec n'a plus jamais... En fait, le jour où il a découvert que c'était pas possible, il s'est conformé à l'image sociale de ça. Exactement. Et les pensées limitantes, il y en a beaucoup dans la vie, en fait. Et dans le sens inverse, c'est souvent ça. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est l'histoire de Macintosh au début. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés que Microsoft avait déjà inventé l'ordinateur de bureau avec la souris où on pouvait bouger des fenêtres et tout. Mais ça n'existait pas. Ils l'avaient pas fait. Ils en étaient pas capables. Alors du coup, les mecs, ils se sont pris la tête. Ils ont dit, putain, si ces abrutis chez Microsoft ont réussi à le faire, on peut le faire. Ils l'ont fait, mais ils savaient pas que c'était impossible. C'est ça. Et c'est très souvent comme ça. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais la réalité, c'est que c'est ça. Les barrières, celles que vous mettez là plus souvent. Et c'est vraiment les pensées limitantes. Et je donne un autre exemple qui est ma chaîne YouTube, par exemple. À l'époque, je me disais, j'avais une pensée limitante et je pense que je l'ai encore. Et c'est pour ça que je franchirais pas un cap, à mon avis, dans le monde du golf. Mais je me suis dit, 10 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Je me suis dit, putain, si j'ai 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je suis le boss, quoi. Je suis le roi du monde. Je suis arrivé à 10 000 abonnés. Mais il s'est rien passé en fait d'extraordinaire. J'ai pas fait la fête. Ça n'a rien changé. Alors ma vie a changé un peu parce que je suis passé pro et que les gens me reconnaissent dans le golf, etc. C'est marrant. Mais finalement en fait,
le truc, c'est que, bah, par exemple, dans le monde du golf, le travail sur ma chaîne YouTube, je suis toujours dans une pensée limitante. Pour moi, je suis pas le meilleur YouTuber. Et je suis pas là à me dire, je vais arriver à 100K ou quoi que ce soit. Je me dis déjà, 10 000, c'est énorme. Et tu vois, c'est pour rejoindre un peu cette pensée d'idée limitante. Je suis pas limité quand je joue au golf parce que Ouais, je parce que pense t'es que le golf, persuadé que t'es un bon joueur de golf, que je suis mais un t'es bon joueur de persuadé que t'es golf. pas un bon youtubeur. Exactement, je suis persuadé que je suis arrivé à mon max de potentiel et que je fais vivoter ma chaîne. Ouais. Mais c'est une pensée limitante. Mais C'est pas vrai, en réalité, c'est il y a pas rien vrai. qui Il s'oppose y a rien qui techniquement ou s'oppose physiquement ou à plus. financièrement à ce que tu puisses faire mieux, en réalité. Exactement. Mais c'est juste que je suis confronté à cette pensée et que je n'arrive pas à sortir. Ouais. Mais c'est pas grave. Enfin, Oui. En fait, c'est un problème si c'est un problème. C'est-à-dire que, à la rigueur, c'est pas un objectif pour toi de faire péter ta chaîne YouTube. non, T'as d'autres non. objectifs dans ta vie. Ouais, c'est. Et c'est C'est pour ça ça. que tu t'en fiches de t'en débarrasser de cette pensée limitante. Mais pour d'autres, enfin, il y en a que ça pourrit réellement la vie de rester coincé à 95 alors qu'en fait, ils pourraient jouer 85, quoi. Et je les comprends. Exactement. Ça rend dingue. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est des priorités qu'on se met dans sa vie ou pas. Bien sûr. La chaîne Bien sûr. YouTube, bah voilà, pensée limitante. Ouais. J'ai pas forcément envie de la chasser parce que c'est plus mon objectif. Avant, j'étais tout le temps sur YouTube à regarder les stats, à regarder le nombre de vues, gna. Maintenant, tu sors une vidéo, des fois, tu oublies même que tu l'as programmée. Exactement, mais c'est tellement ça. Là, j'ai 7 vidéos jusqu'en février qui sont programmées. Je Ouais. laisse couler. Je vois des notifs, les commentaires. Parfois, je prends 3 semaines à répondre. Parfois, je réponds instantanément. Mais ouais, clairement, je laisse C'est pas une couler parce priorité. que c'est plus une priorité Ouais. Internet. Pour moi, je me suis retiré un peu de tout ça. Je fais ma vie de mon côté. Et c'est pas grave. Et ça n'a Genre, rien de mal. ça n'a rien de mal en fait. Je vis très bien. Mais c'est vrai que la pensée limitante dans le golf, si on prend vraiment ça au sérieux, comme les personnes qui écoutent ce podcast, je pense, Ouais. là, il faut faire quelque chose pour s'en débarrasser. Ouais. Parce que les Ouais. pensées limitantes, on en a dans tous les domaines. Voilà. Ouais, dans tous les Mais je trouve domaines. que c'est hyper intéressant et important ce que tu viens de faire avec la chaîne YouTube, c'est que les gens auraient pu se dire, ouais, mais en fait, ce mec-là, c'est un gagnant, tu vois. Dans tout ce qu'il fait, il est persuadé qu'il peut être. Et en fait, la preuve est que non, parce que toi en YouTube, Non, t'es persuadé que t'es pas un bon YouTuber et que tu seras jamais un gros YouTuber et probablement que ce sera pas le cas parce que ça t'intéresse pas. Enfin, exactement. ça t'intéresse plus en tout cas. Ça m'intéresse plus, ça m'intéressait énormément à l'époque, mais maintenant, en fait, je mets la priorité, voilà, sur la famille. J'ai un enfant qui a 9 mois. Pour moi, la priorité change. Je vieillis. J'avais besoin de gloire, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de reconnaissance. À travers cette chaîne YouTube, je l'ai eu et j'ai eu ce que je cherchais en fait à travers YouTube. Donc, je ne cherche pas plus parce que j'ai atteint mes objectifs. Maintenant, je donne des exemples très cons, mais j'ai envie de passer 15-2 au tennis. J'ai envie d'avoir le Ouais, niveau de pro. t'as de nouveaux objectifs. J'ai de nouveaux objectifs. Ouais. J'avais l'objectif de rejouer un chiffre au gaucher, mais en fait, Ouais. j'ai pas le temps. Donc voilà, Ça pour se moi, fera, ça se ça se fera peut-être un fera jour. peut-être un jour quand je me remotiverai à vraiment prendre les cannes ou quoi que ce soit. Mais là, pour moi, la priorité, tu vois, c'est kiffer la vie, le bébé, la famille, être tranquille moi, chez moi le soir, jouer au tennis, passer 15-2, progresser dans un autre domaine de compétences qui m'intéresse plus fortement. À travers ça, après, il y a forcément tout ce qui est le simulateur en ligne, le simulateur indoor que je vais créer. Donc c'est d'autres projets là où j'ai pas de pensée limitante, où voilà, si j'en ai en tout cas, j'hésiterai pas à les faire sauter, quoi. Mais je pense qu'on peut être gagnant, on peut être plusieurs facettes à la fois. On peut être winner dans un domaine et de l'autre juste prendre du plaisir et de se dire Ah que ouais, c'est ça. Pas obligé d'être des malades mentaux sur tous les sujets. surtout, D'ailleurs, c'est exactement. souvent pas possible, parce que moi, je me suis rendu compte en essayant de mieux jouer au golf, que je me suis mis, chose que je faisais pas, c'est que des choses que je ne faisais pas avant de me mettre des objectifs au golf, je me suis mis à faire du physique, alors que je m'étais toujours dit que ça m'intéressait pas. Bah, en Ouais, fait, aujourd'hui, j'apprécie d'en chier, parce que quand j'arrive au parcours après, je me dis, waouh, exactement, je ça fait du ressens des bien. bonnes choses, et c'est super agréable physiquement, et en fait, voilà. Mais par contre, j'ai moins le temps de jouer de la guitare qu'avant, et du coup, maintenant, je Ouais, m'en fiche. C'est-à-dire que là où avant, parfois, je faisais 2 heures d'entraînement de guitare d'affilée parce que je voulais rentrer un truc technique qui était trop ouais, dur. L'autre jour, j'ai pris un morceau qui est un morceau niveau des enfin, qui est pas très difficile. Je l'ai appris en une soirée. En fait, j'étais juste content de m'entendre jouer un morceau qui était beau. ouais. Et, et l'objectif a changé, en fait, et ça n'a rien de mal. Et du coup, voilà, même si à un moment donné, quand je me suis mis à la guitare, je me suis dit, ouais, je vais pouvoir avoir un niveau de fou et tout, bah, en fait, peut-être si c'était mon objectif principal, mais ça ne l'est plus. Et j'ai Exactement. tellement d'autres choses que je fais à côté aussi qui font C'est que, ça, je pense qu'on a comme juste des toi, priorités, quoi. C'est c'est juste ça. des priorités qui changent au Ouais. fil de la vie, qui fait que
qu'on s'adapte en rapport avec ce qu'on a envie, quoi. Mais voilà. Mais du coup, pour ceux qui nous écoutaient, en fait, à un moment donné, si vous voulez, bah voilà, péter le niveau enseignant au golf ou passer scratch, dites-vous bien qu'à un moment donné, il va falloir en faire votre priorité, en fait. Ouais, ça, C'est clairement. juste une vérité. C'est-à-dire que ça n'arrivera pas juste en étant patient. Vous allez plafonner un certain niveau qui est déterminé par tout un tas de facteurs divers et variés qui ont peu d'intérêt. Et en fait, juste à un moment donné, vous allez plafonner. Mais pour passer en dessous d'un certain cap, il faut vous défoncer, que ce soit techniquement, physiquement, en termes d'intention. Mais en fait, c'est que l'intérêt qui fait ça. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes hyper intéressé et que vous voulez absolument atteindre ce niveau, vous allez faire le nécessaire, mais ça va se faire tout seul. Ouais. Faut pas se dire, je fais pour avoir. C'est juste, vu que je suis focus là-dessus, je vais y arriver, quoi. Et surtout au golf, il faut vraiment être obsédé. Pour moi, j'étais obsédé et je le suis plus du tout parce que, voilà, c'est encore une fois une question de priorité. Mais à l'époque, quand je voulais passer mon diplôme, j'étais mais vraiment obsédé. Quand je dis obsédé, c'est T'avais golf. Juste le temps, tu faisais ça, t'avais le temps, tu j'avais lisais du temps, sur le golf. Exactement, j'étais aux toilettes, je regardais les swings de ralenti de Tiger. Bah ouais. Le soir, j'étais en train de bouquiner les bouquins de Rotella de Lynn Marriott. Quand j'avais une pause à la brasserie parce que je faisais rien, j'étais en train de faire un truc avec mes poignets pour sentir un truc au chipping, le swing, mais c'était une obsession. Et pour moi, l'obsession, elle pas obligatoire. Pour moi, elle est quand même importante. Elle peut être saine, mais soyez bien conscient qu'à un moment donné, la plupart des gens que vous voyez qui ont un niveau de fou, pareil, je connais un ou deux golfeurs dans mon club qui sont -2 d'index. Le mec, littéralement, envoyait un texto à son frangin en lui disant: il faut que je me barre du taf, si je tape pas des balles, je vais devenir dingue. Exactement. Et sans déconner, c'est ce niveau d'investissement-là, quoi. C'est exactement ça. Moi, ça me rendait fou. Parfois, j'avais besoin de cette dose, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais vraiment obsédé. Toutes mes pensées, j'ai failli me séparer avec ma copine à l'époque. Bon, on vous dit pas de quitter votre femme et vos gosses. ne nous prenez pas au mot sur ce genre de truc. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais en fait, soyez juste conscients que les gens qui atteignent ce genre de niveau, à un moment donné dans leur vie, même si c'est pas le cas actuellement, pour passer ce cap ou briser une barrière, il y a eu un moment donné où ils se sont défoncés en termes d'investissement psychologiquement, physiquement, techniquement, de temps. Enfin, en fait, c'est du temps au final, mais... Du temps bien investi, bien travaillé. Ouais, c'est ça, du temps, mais pas n'importe comment, parce qu'une heure de practice ne vaut pas une heure de practice à bon entendeur. Bon, je pense que ça va finir par être long, donc on va attaquer sur ma dernière question. Et je pense qu'on l'a pas abordé, donc ça peut être bien. Quel est, depuis que tu connais ce sport, ton meilleur souvenir lié au golf? Ah, c'est ma deuxième carte en Grand Prix. Ouais, ok. Ouais. C'était au golf de Beaugé. D'accord. Ah, c'est pas loin de chez moi. Pas fait encore. Il faut que je le fasse. Je pense que c'était mon meilleur. J'étais avec des potes Airbnb. J'étais sous stress, quoi, parce que c'est... Enfin, les gens ne se rendent pas compte. En fait, c'était pas stressant, c'était stressant par rapport à l'enjeu. Moi, on était en avril, je crois, dans mes souvenirs, avril-mars. Et c'était l'échéance en fait finale pour pouvoir donner sa candidature pour valider son niveau de jeu enseignant parce qu'en donc il fallait que tu sortes un +7. Il fallait que je sorte un +7 parce qu'en Grand Prix on est obligé de sortir 2 cartes à +7 maximum en stroke play sur 2 Grands Prix différents pour pouvoir prétendre à la formation d'enseignant. Et c'était dernier carat pour moi en fait. J'avais plus le temps. Si je ne faisais pas celui-là, je devais attendre 1 an supplémentaire pour pouvoir reprétendre à la formation. Donc c'était le deuxième Grand Prix de ma vie. Le premier, j'ai fait à Étiole, j'ai fait +6. Je fais bon bah ok, ça c'est fait. Tant mieux, j'ai validé une carte. Deuxième Grand Prix, je me prends un peu à l'arrache. J'y vais et je rentre mon dernier pote au 18. Et là c'était... Waouh, je me suis écroulé. Ouais, j'ai gueulé, quoi. J'ai vraiment... c'était la délivrance, vraiment. C'était un sort de supplice parce que les gens ne se rendent pas compte de la deadline. C'était vraiment... J'étais au chômage. J'étais à la fin de mes droits. Si je rentrais pas en formation, j'avais 1 an, je savais pas ce que j'allais faire. J'avais plus de revenus. J'allais devoir trouver un truc en plan de secours en attendre 1 an et je me voyais pas faire ça, quoi. Et je rentre mon putt sur le 18, je rentre +6 et délivrance, quoi. Je savais que j'avais 2 putts en fait pour faire +7 à 50 cm, donc ça allait quand même, mais
Je joue plus 6 et là, délivrance, la folie, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, j'ose imaginer le souvenir que c'est. Ouais, Et ça reste gravé dans la mémoire, ça. ouais, je trouve. Et ça fait résonner, je trouve, avec des choses qu'on a dites avant dans ce podcast, mais tu En vois, fait, t'as c'est deux ça. options à ce moment-là. Ouais, T'en es conscient quand même que t'es à ce score-là et que c'est voilà, il ça. faut que tu fasses ce putt et que même si tu voulais ne pas en être conscient, ça t'aurait bien facilité la vie. T'en étais conscient. Et genre, à ce moment-là, t'as deux solutions, quoi. C'est soit tu t'écroules, Ouais, soit tu le fais, quoi. c'est Et ça. Et ça, c'était fou parce que j'ai jamais ouais, ressenti cette émotion à nouveau au golf, quoi. J'ai tu l'impression m'étonnes. que, même dans ma vie, en fait, hein, c'est, C'est dur. t'as une Des impression. moments comme ça. Ben, t'as passé ça fait 3 ans que tu t'entraînes pour faire ça et ça y est, c'est le moment. Ouais, C'est c'est le là. moment de le faire, quoi. Ouais, Donc, et dos au mur en plus, quoi. et dos au mur, t'as le poids du monde sur toi en te disant, putain, mais là, en fait, si je le fais pas, c'est, c'est fini. Alors, c'est mort, quoi. Je suis obligé de me retaper des grands prix. Et après, j'ai eu de la chance, personnellement, de l'avoir fait très rapidement. C'est-à-dire que j'ai fait que 2 grands prix pour valider mes cartes. On m'a demandé 2 grands prix, j'en ai fait 2. J'ai fait +6, +6. Je fais bon, bah, en fait, c'était pas si En compliqué. fait, Avec le c'est bon. recul, Ouais. avec le recul, c'était pas si compliqué parce que je me rends compte que j'ai des amis qui ont passé 3-4 ans en Grand Prix pour faire +7. Parce que des +7 et je me rends compte que je sais pas si c'est une question de chance ou une question de travail, mais je m'en suis sorti très rapidement d'un coup en faisant du push slice et en plus je me dis que c'était mal embarqué parce que le premier jour je mets 2 balles dans l'eau, enfin je sais pas, c'était le jour de grâce, je pense, enfin je pense que qu'il y avait le dieu du golf au-dessus de moi, trou numéro 2, je mets une balle dans l'eau, je drop, je fais un putt de 35 mètres en dehors du green, je rentre le putt, ok, part. Trou numéro 4, je me tape une branche, je fais un énorme pull qui revient pas, je tape une branche dans le Ouais. hors limite qui fait revenir la balle au milieu. Donc à partir de là, je me suis dit bon, je Ouais, crois c'est que bon, c'est les le dieux du golf jour, sont avec moi. je crois que c'est le jour pour rentrer les cartes. On va rendre cette carte et ce sera bon. Ok. Exactement. Et mon premier Grand Prix, c'était exactement pareil. C'est des concours de circonstances qui font Ça que c'est j'ai eu mes fait, quoi. cartes aussi rapidement. Ça s'est fait en Ouais. fait. Je sais pas, ça s'est Ouais. fait. Il fallait que ça se fasse et ça s'est fait. Et tant mieux pour moi. Ouais. J'ai pas souffert autant que les autres. Et quand on voit Mais tout, et quand on voit où en est ta vie aujourd'hui, c'est quand même assez dingue de se dire que ça tenait ça tenait vraiment à rien du à tout ça il parce y a que c'est vrai quelques que années, parce qu'on sait pas si t'aurais pu, enfin, t'aurais probablement fini par faire enseignant de golf, mais ça t'aurait pris plus de peut-être, temps, peut-être, peut-être peut-être pas, en que fait, peut-être on que sait j'aurais pas. arrêté, peut-être que je me serais cassé la gueule, peut-être que j'aurais fini à me dire que c'était pas fait pour moi. Et ouais, c'est clair que ce concours de circonstances qui fait que t'en arrives là après avoir pris le recul nécessaire et de se dire que bon bah voilà, ça fait 5 ans que t'es enseignant, qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que t'as fait, t'as monté des formations en ligne, t'as créé une chaîne YouTube, t'es en train de monter un golf indoor, t'es bien dans ta vie, t'as fait ce qu'il fallait pour, et je pense que c'est gratifiant à partir du moment où il faut se remercier aussi d'avoir fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais, je pense que c'est important aussi de se féliciter Ouais, de se féliciter. Pas et une question, encore une fois, d'apprécier ce qu'on a réussi à faire c'est quand on ça, l'a fait. c'est pas une question d'arrogance, encore une fois, je pense que c'est juste apprécier le chemin parcouru, de se dire voilà, ça s'est fait, maintenant t'en es là, après X années à enseigner, c'est cool. C'est Ouais, cool parce de qu'on se est, on est faire. tellement prompt. En fait, c'est surtout une question de balance, mais je pense qu'on est tellement prompt, surtout quand on est exigeant envers soi-même, à se flageller fort quand on fait Ouais, pas bien les choses ou pas suffisamment à notre goût, que c'est aussi important d'être au moins aussi content de soi qu'on est mécontent de soi quand on fait quelque chose de bien. ouais. Et je pense qu'on le fait trop peu. On le Et, fait très très peu et et je on sais n'est pas. jamais content de soi. Non, Même c'est dans le difficile. golf, dans notre vie, on se dit jamais merci à nous. Putain, ça c'est un truc, c'est complètement fou, mais c'est comme au golf, on se dit jamais merci d'avoir, putain, j'ai réussi ce coup, je suis vraiment trop fort. Mais ça, on se le dit jamais. Tu vas paraître pour un présomptueux si tu fais ça, mais en fait, mais parfois, sur le parcours, encore une fois, on pourrait me prendre pour un fou, mais parfois, je tapais des coups extraordinaires. Je disais, putain, mais t'es un champion, gars, t'es un Ouais. champion. Et Ouais. je pense que c'est important aussi de se le C'est un dire de truc que temps en j'apprends temps. systématiquement aux gens, à dire yes Mais quand ils ouais, font un bon coup, hein. mais ouais, mais Mais faites yes, quelque bien sûr, chose. j'étais Faites tout le quelque temps avec chose. le point. Enfin, quand je faisais quelque chose, Ouais. c'était toujours avec le point, ou quand je réussissais vraiment un shot qui sortait enfin, hors du commun, j'hésitais pas à me congratuler, quoi. J'étais, putain, franchement, je suis un champion, quoi. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Et je pense qu'il faut pas hésiter de temps en temps à se le dire aussi, qu'on est bon. Et je sais pas, c'est un sorte de cercle virtueux.
on se le dit, on le croit et on sera de plus en plus C'est fort. un cercle vertueux. Si vous voulez finir par penser ce que vous changer ce que vous pensez de vous-même, c'est des petites actions comme ça, encore. On en rejoint la encore. prépa mentale, mais c'est exactement ça, c'est de l'ancrage positif ou négatif. À partir du moment, si tu dis que t'es nul H24 pendant que tu tapes tes balles, après 10 ans de processus à te dire que t'es nul, bah oui, tu seras nul, hein, ça c'est sûr et certain. T'auras 10 ans d'ancrage que t'es nul. T'en auras juste nul. pour 10 ans à changer ça dans l'autre sens. Donc arrêtez maintenant. Ça. Vous en aurez pour moins d'années à changer. Et je pense qu'on a juste besoin de se congratuler quand on regarde ce sport, à combien il est difficile. C'est tellement En fait, dur. quand on tape des bons coups, c'est juste des miracles. Mais oui, ce que je me dis, attends, mais là, t'as vraiment réussi à envoyer cette phase de club à pratiquement 170 km/h sur cette balle avec un angle de pratiquement 0 degré de décalage. Alors, c'est pas réellement 0 degré, mais presque. En fait, c'est un miracle. À l'échelle de tout ce qu'on peut faire, c'est d'une précision dans une vitesse à une distance qui est... C'est délirant, c'est délirant. Et ça, les gens ne se félicitent pas beaucoup, je trouve, aussi au golf. Ouais, et je pense que ça, c'est un message à passer aussi. Il faut être content de soi quand on réussit des bons coups. On est tout le temps mécontent. Même si c'est pas souvent, en fait. Hein. Même si c'est pas souvent, on est tout le temps mécontent quand on en rate. Mais quand on en réussit, il faut savoir parfois se congratuler aussi pour ça, quoi. Je trouve que c'est un sage conseil. On va finir là-dessus. Je te remercie vraiment, vraiment pour cette interview. Je pense qu'elle était très intéressante. Il y a beaucoup de choses à prendre pour ceux qui nous ont écoutés, même pour moi. Et voilà. Franchement, je te remercie d'avoir fait cet épisode avec moi. Puis bon, j'espère qu'on pourra refaire des trucs. Peut-être même tester ta salle quand ça ouvrira, qu'on fera des trucs ensemble.